Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule aujourd'hui avec Garrick Dimble, bonjour. Bonjour. Ça va, la pêche. La pêche. Et c'est autour de toi que va tourner ce magnifique podcast autour d'un jeu dont tu es l'auteur qui s'appelle Complot et de ton illustratrice qui s'appelle Dilu, hello. On est avec toi par téléphone grâce aux moyens incroyables de la technologie. Qu'est-ce que tu dis ? Il me semble que c'est Dilou. C'est Dilou, on dit Dilou ou Dilu ? Ah non, n'importe, comme vous voulez, non, Dilou c'est bien, Dilou ça marche aussi, voilà. Je t'ai découverte par la lecture et donc j'ai dit Dilu la première fois, mais c'est vrai que Dilou ça fait bien aussi. Dilou. Non, c'est vrai que j'ai tendance à plus dire Dilu au final, effectivement. Ah. Je sais que j'ai un peu trop réfléchi, mais. Donc tu es l'illustratrice de Complot, est-ce que tu as participé à la mise en page aussi ? Voilà. Mise en page, non. J'ai juste éventuellement fait la mise en page de la couverture, mais pas à l'intérieur du livre. Excellent. Nous sommes également avec François Néron. François, ça va la pêche ? La pêche, la patate, la frite. Je parle tellement fort d'ailleurs dans ce micro que... T'as tellement la patate que tu fais tout péter les oscillations, dis donc. Terrible. Tu parlais pas comme ça aux préparations du podcast. Et tu es avec Alice. Alice, bonjour, ça va la pêche ? Salut, ça va. Alice, donc, qui est illustratrice également. Tu es dans un collectif qui s'appelle, rappelle le nom, c'est intéressant. L'atelier Artichaut. À Lyon, hein, c'est bien ça ? Ouais. Et tu vas très bientôt travailler avec moi dans le cadre d'un projet qui reste encore secret, mais peut-être pas pour très longtemps. Voilà. Donc, tu as une autre illustratrice avec toi, Dilu, pour t'accompagner. Nous sommes également avec Vincent Mainviel. Vincent, bonjour, ça va la pêche ? Bonjour, la pêche. Donc toi, on rappelle que tu es le promoteur de Sens, de Vadémécum. Tu es enfin, on pourrait presque dire que tu es mon valet de trèfle, en fait. Tu vois, mon éminence grise. Tu as fait tout un tas de matos pour... Ça me va, je prends. Tu as fait tout un tas de matériel, notamment pour Vadémécum sur Roll20. Et tu as été... Pourquoi tu es là ? Parce que tu as été parmi les premiers playtesters de Complot. On vous avait d'ailleurs entendu, François et Vincent, sur les tout premiers podcasts de playtest de Complot. Vincent n'était pas là, tu me dis, Garrick, en dehors des micros ? Bah si, il me semble que j'étais là. En tout cas, je l'avais playtesté. Alors, est-ce que... Oui, mais peut-être que tu n'étais pas dans le podcast. J'étais peut-être pas dans le podcast, voilà, c'est ça. Ok, mais en tout cas, voilà. Tu la première version, mais parlez dans les micros. Faut passer un micro à Garrick. Voilà. Parce qu'on n'entend pas. Donc, effectivement, tu étais au playtest des toutes premières versions, mais il me semble pas que tu étais là au podcast. Voilà, c'est ça. Au premier podcast. Mais en tout cas, voilà, il fait partie des gens qui ont vraiment poussé Complot. Et fait avancer le jeu. C'est un manquement qu'on corrige aujourd'hui en t'ayant avec nous. Excellent. Alors Garrick, on commence par toi immédiatement. D'abord, peut-être représenter Complot. Qu'est-ce que c'est Complot ? Alors, Complot est un jeu de rôle d'espionnage, d'intrigue et aussi de négociation dans un univers de type cyberpunk. Ouais. Donc on va trouver des méga-corpos, des organisations secrètes qui, de façade, se montrent bien sous tout rapport et en secret vont se mener une guerre, donc la guerre des ombres, c'est le sous-titre du jeu, ouais. Pour s'emparer du pouvoir sur l'autre, pour lui voler des projets, pour assassiner ses agents, voilà, dans le but de prendre l'ascendant sur l'autre. Très bien. Sachant que celui qui gagne devient l'ennemi commun de tout le monde le lendemain, et donc c'est une bataille qui s'arrête jamais. Et dans ce jeu, on joue des agents à la solde de ces corporations, de ces organisations. Ouais. On connaît les intérêts de notre organisation et on va être envoyé sur une mission tellement critique qu'on y est envoyé en tant qu'allié d'autres organisations, même les pires ennemis du monde. On met nos différents de côté pour mettre à bien cette mission-là. Et on est des espèces de... J'aime bien donner l'exemple de James Bond. C'est-à-dire que James Bond, on l'envoie sur une mission, on lui donne un objectif, des fois un peu vague, et il sait ce qu'il doit faire. Et il a presque crédit illimité là-dessus. Très bien, ouais. Voilà.
Je suis en train de rechercher lequel numéro de One Shot c'était, lequel numéro de... J'ai pas du tout fait mon travail. Tu peux me retrouver ça, s'il te plaît, Vincent, pendant qu'on continue. Parce que j'aimerais bien renvoyer quand même les auditeurs et auditrices aux podcasts qui font référence à Complot pour en savoir un petit peu plus. Alors, le jeu est sorti depuis maintenant combien de temps, Gary ? Il est sorti en mars 2022. Donc, Et à l'heure actuelle, tu en es où de ce jeu ? Tu en es content ? Tu en as vendu quelques-uns ? Tu as fait des salons, des conventions avec ? C'est le podcast numéro 25 sur Complot, alors pour le playtest. Et il doit y avoir un one-shot aussi, non ? On n'a pas fait un one-shot, on a fait un playtest et un one-shot. On a fait un seul podcast vraiment dédié à Complot. D'accord, ok. Ok. Je croyais qu'on avait fait un one-shot aussi. Très bien. Donc voilà, donc il y a un playtest sur Complot, mais le jeu a été vraiment, il y a eu plein d'améliorations depuis, il faut le dire quand même. Oui. Il a bien évolué. Oui, là, disons que j'ai retravaillé pas mal de choses dont on a discuté, d'autres que j'ai laissées comme ça, puisque les discussions émergeaient que, en fait, c'était des choix de design. Voilà, et donc, du coup, ça méritait de rester là. Est-ce que, donc, depuis 1 an que le jeu est sorti, est-ce que tu peux nous faire un petit rapport rapidement de cette première année Voilà. Et après, on rentrera dans le processus de fabrication de Complot. Avec toi, Dilu, on parlera de comment vous avez travaillé ensemble. Pour voir comment le jeu s'est créé. C'est intéressant aussi pour les indépendants, parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, rapidement pour introduire pourquoi on fait ce podcast, c'est que là, on a un indépendant pur jus avec Garrick, c'est-à-dire un auteur qui, du début jusqu'à la fin, a contrôlé le processus de création de son travail. Voilà, il n'y a pas d'éditeur à être passé par là, tu as tout fait toi-même, il y a eu des relecteurs, des relectrices et une illustratrice qui est avec nous pour ce podcast, bien sûr, mais c'est vraiment toi le chef du projet, du début jusqu'à la fin, etc. Et donc en ceci, tu es un peu l'auteur indépendant prototypique. Je sais que les auditeurs, auditrices adorent quand je dis prototypique, donc voilà, je le répète, Garrick est prototypique de l'auteur indépendant. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, et puis on va voir avec toi justement les difficultés. Mais d'abord, revenons sur cette année qui s'est écoulée depuis la sortie du jeu. Qu'est-ce que tu as fait depuis la sortie du jeu ? Depuis la sortie du jeu, j'en fais la promo. Donc je vais en convention, je vais le présenter, je vais le faire jouer. Des fois, j'en vends. Combien de conventions tu as fait, juste par curiosité Combien j'en ai fait ? 1, 2... Pour l'instant, je crois que j'en ai fait 4. Ce qui est peut-être pas beaucoup. Pour faire en 1 an. Quand tu dis 4, est-ce que tu comptes celles sur lesquelles tu as eu un stand ou sur lesquelles tu as fait une démo ? Dès que j'ai été sur un stand, Complot, je compte. Quoi. Voilà. Quand tu fais une convention, tu fais des démos du jeu ? Alors je fais des démos, j'essaie de jouer un maximum de parties. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être on en reparlera plus tard, mais je me prépare un peu une nouvelle méthode, parce que être tout seul sur un stand, ça amène des complexités qui, par exemple, si je suis en partie tout le temps, du coup, je ne suis jamais sur mon stand pour parler de mon jeu aux gens qui pourraient venir voir les affiches et se dire « Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Est-ce que quelqu'un peut m'en parler ?» Donc, gros problème de l'indépendance, ça. Justement, c'est très intéressant que tu en parles. On pourra peut-être revenir sur le sujet. Si tu veux. Alors, je voulais l'aborder au départ. Mais d'accord. Non, ok. Bref, je peux prendre un peu de temps. Donc, D'accord. Tu voulais qu'on aborde d'abord le processus de fabrication, peut-être, avant de parler du coup de l'année écoulée ? Non, moi, je pensais qu'on faisait petit peu point de vue général sur l'année, puis après si tu veux, on revient D'accord, on reviendra sur les points, donc je les note. Donc j'en ai vendu quelques-uns, donc j'ai fait un petit peu mes comptes entre guillemets là-dessus. En vente, vraiment, j'en ai fait 25. En 1 an ? En 1 an pour l'instant. Là-dessus, je voudrais ajouter, c'est que donc on pourra peut-être en reparler aussi. C'est que donc une découverte un peu, puisque donc j'ai décidé de le faire un peu en solo, donc de faire de passer en auto-édition, parce que je voulais voir comment ça marche, comment on fait, et voir si je suis capable de le faire. Ouais. Et donc là, pour moi, une révélation, une fois le jeu sorti, une révélation, ça a été: je ne suis pas bon vendeur, en tout cas de mon livre, je n'en suis pas. J'arrive pas bien à le mettre à le vendre. Ouais. À le vendre. J'arrive pas à bien le présenter en convention, les gens sont intéressés, etc. Mais peut-être que si j'arrivais à être plus présent, peut-être sur les réseaux sociaux, sur... Tu n'es pas du tout présent sur les réseaux sociaux, Garrick. Pas vraiment, non. Non.
J'ai dû faire un post sur un groupe Facebook et c'est tout. Donc non, je suis... Donc ça, pour toi, ça fait partie du côté mauvais vendeur, justement, le fait que tu sois pas présent sur les réseaux sociaux oui, ou je sais pas très bien les canaux sur lesquels passer et comment mettre en avant... voilà. Voilà. Donc peut-être que si j'étais un peu meilleur en termes de promo, peut-être que ça toucherait plus de gens. Je sens qu'il y a du bouche à oreille qui marche bien, puisque donc, je suis allé présenter dans des conventions, les gens ont aimé. Je me rappelle ma première convention à Rennes. Des gens sont venus sur la table un peu par hasard, ils connaissent pas le jeu, donc voilà, ils viennent un peu par hasard. Et ils aiment tellement qu'ils en parlent à d'autres gens dans la convention. Et le lendemain, au créneau suivant, il y a des gens qui me viennent et qui me disent « On a vu des gens qui y ont joué hier, ils ont adoré, on a envie d'essayer. Ouais. » Et ça a remarché comme ça. Et après, j'ai commencé à recevoir des emails d'autres conventions. Alors malheureusement, comme j'habite assez loin, que j'ai un travail à côté, c'est compliqué pour moi de me déplacer dans des conventions un peu loin. Donc des fois, je suis obligé de leur dire j'aimerais beaucoup, mais désolé, je ne peux pas. Mais voilà, donc il y a un bouche à oreille que je vois. Je vois des signaux de bouche à oreille. Ce qu'il faut dire peut-être pour les gens qui débarquent, c'est que Complot est quand même un jeu extrêmement original. Parce que la façon dont tu le présentes là, alors tu dis justement que tu es un mauvais vendeur. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que là, tu le présentes comme un jeu un peu comme Shadowrun ou je sais pas où, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'il se démarque. Le jeu, il se démarque dans son gameplay. C'est-à-dire le fait que dès le départ, par exemple, tous les joueurs, toutes les joueuses ont un ensemble d'informations, une fiche sur laquelle ils ont des indices, des contacts, etc. Et en fait, ils vont tout broder autour de ça. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un jeu qui est presque un jeu en convergence. C'est-à-dire que les joueurs sont quasiment dans la position qu'auraient leurs investigateurs. Comment tu les appelles? Des agents? Moi, je les appelle des agents. Les agents, voilà, ils sont quasiment dans la position des agents, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations sur la table ou devant les PC, et donc ils doivent faire le choix de comment ils vont s'y prendre pour, etc., etc. Et il y a par exemple une originalité par rapport à un jeu de rôle traditionnel, c'est que toutes leurs solutions sont toujours les bonnes. Donc ce n'est pas un enjeu de savoir si ça va rater ou si ça va pas rater. En un sens, ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans Colombo. On sait qu'il va y arriver, mais c'est comment il va y arriver. Et à quel prix. Et à quel prix, exactement. Et donc, voilà. Alors, moi, tu vois, si je devais présenter Complot, j'allais dire Combo, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Si je devais présenter Complot, je passerais par le système et les mécaniques de résolution. Je dirais, c'est un Shadowrun, like, ou tu vois, un cyberpunk, ça, c'est un peu le côté, on va dire, mais ce qui est bien, c'est le système. Et moi, je passerai par le système. Et comme ça, tu laisses aussi la surprise de découvrir la richesse de l'univers derrière. Tu vois ce que je veux dire? Vincent, tu voulais ajouter un truc? Il y a aussi un côté très heist movie, les films de braquage, de casse. Oui. Sur la préparation, comme l'agence etc. d'Adrien Cahuzac, d'ailleurs. C'est vrai. Qui, je crois, est dans qui est dans les tops de mes jeux favoris. Des bisous, Adrien. Ouais, et ça se ressent. Moi, je trouve que Complot irait très très bien dans une bibliothèque juste à côté de l'agence. C'est deux jeux qui ont un air de famille, dirait-on. Vas-y, Vincent, je t'en prie. Et je pense qu'il faut effectivement passer par... En fait, il faut présenter, quand tu cherches à vendre ton jeu, vraiment, là, c'est un conseil professionnel. Il faut présenter quelque chose qui rassure. Donc, ce que disait Rome, par exemple, le côté cyberpunk. Voilà, ça rassure parce que tu places ton produit dans la tête des gens, ils savent le situer. Et ensuite, ton originalité et tes plus. C'est-à-dire, voilà, effectivement, tes mécaniques, le côté un petit peu heist movie qui, en général, est quelque chose qui plaît quand même beaucoup aux gens, particulièrement aux rôlistes, je pense. Et le développer comme ça, plus que... Une fois que tu as placé, que tu as situé dans l'imaginaire des gens à peu près où ils se situent, et Cyberpunk, ça suffit, il faut que tu te démarques. Tu n'as plus besoin de les rassurer. Et je pense que le problème, il est là. Mais on en reparlera après, encore en dehors des micros. Ok. Merci beaucoup. J'aurais juste passé la parole à Dilu. Donc, je vais te poser la même question qu'à Garrick. Je suis désolé, ce n'était pas une question qui était préparée dans le fil de l'émission, mais je suis sûr que tu sauras y répondre. C'est, voilà, ça fait 1 an que Complot est sorti. Est-ce que, pour toi, Dilu, ça te fait quelque chose de voir tes illustrations comme ça, utilisées dans le milieu du jeu de rôle? Déjà, est-ce que tu connaissais le milieu du jeu de rôle? Est-ce que tu avais travaillé dans ce domaine-là? Qu'est-ce que ça te fait comme ça Oui, bien sûr, ouais.
Alors alors, qu'est-ce que ça m'a fait? J'étais ravie de recevoir un objet fini, parfait, enfin entre guillemets parfait, avec imprimé avec les visuels que j'avais fait. En termes d'impression, très bonne impression. Et la vraie question, c'était quoi déjà? C'était est-ce que j'avais déjà travaillé auparavant et dans le jeu de rôle? Alors oui, plus ou moins, mais là c'était plus pour des projets un peu perso avec des amis, etc. Et qui commençaient doucement à percer vers du professionnel. Et on va dire qu'avec Complot, ça a été un peu parmi les premiers projets professionnels que j'ai pu mettre en œuvre. Et donc aussi... Et du coup, ça m'a donné beaucoup derrière de... du coup, ça m'a montré que je pouvais le faire. Et oui. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé après pour la suite, pour prendre de l'assurance et commencer à vraiment faire des démarches pour démarcher des clients, etc. Eh ben c'est génial, c'est exactement. Et toi alors du coup Gary, parce que là je suis content parce que Dilu parle enfin du positif. Parce que si on t'écoute depuis le début, depuis un an, j'ai réalisé que j'étais mauvais vendeur, que les conventions c'était difficile. Bon voilà, Dilu parle enfin du positif. Donc même question pour toi Gary du coup. Est-ce que depuis un an, la sortie Complot quand même ça t'a pas... C'est quand même vachement... Attends, c'est génial ce que t'as fait. Alors oui, effectivement. Je comprends un peu mieux ce que tu cherchais aussi un peu comme réponse. Comme Dilu l'a dit, c'est le premier gros projet que je fais. Ça a été l'occasion... j'avais dit, moi, j'ai choisi ce mode-là d'auto-édition parce que je voulais voir si je suis capable de le faire, comment ça marche. J'ai appris énormément, mais beaucoup... aussi bien technique, comment on édite un livre, mais aussi, j'ai envie de dire, d'un point de vue légal, comment je déclare que je fais ça, tout ça. Et puis, alors, le sentiment d'accomplissement à la fin, quoi. Voilà. Waouh, j'ai fait ça, quoi. Et ça, j'avoue, c'est très très plaisant. De se dire j'ai quelques exemplaires dans ma bibliothèque et des fois je repasse ça et puis j'ai fait ça quoi. Waouh. Et moi je me souviens très bien que quand on a commencé à discuter de l'organisation de ce podcast, c'était ça qui dominait, si tu veux. D'accord. Et là on voit qu'on est déjà un an après et que tu commences évidemment à voir aussi les problèmes, de dire oui, je suis pas assez bon vendeur, j'ai encore des efforts à faire, machin. Mais d'abord, quand même, il y a ce sentiment d'accomplissement, d'avoir été capable d'aller au bout d'un projet, comme le disait Dilu tout à l'heure, de cette marche professionnelle, de se dire oui, tiens, je peux faire ça. Et je l'ai fait. La preuve, c'est devant moi, c'est tangible, etc., etc. Et c'était surtout ça qui dominait les premières fois où on en parlait. Oui. Voilà. En effet, oui. Donc, alors, comment... peut-être, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose? Non? Ok, alors comment vous avez travaillé tous les deux? Alors, donc, tu disais que tu avais appris des choses techniques, des choses légales, etc. Et puis aussi, du coup, à travailler avec une illustratrice qui est Dilu et compagnie. Alors, comment ça s'est passé? Je vais me retourner vers toi, Dilu, pour te poser la première question, du coup. Comment se sont passés les échanges entre vous deux? On va dire que ça a été qu'on a dû éclaircir le projet au fur et à mesure. Ouais. Au début, il y avait peut-être une demande en illustration qui était peut-être un peu nombreuse, on va dire, beaucoup d'idées de Garrick, mais qui était peut-être difficile à mettre en œuvre avec le budget, forcément, parce que les illustrations, ça prend beaucoup de temps et c'est ce qui détermine le budget, le prix d'une illustration. Évidemment. Donc, on a été obligé, j'ai dû obliger Garrick à avoir des choses un peu plus petites au début. D'accord. Excellent. Mais ce qui au final n'était pas grave, c'est comme ça, c'est souvent comme ça dans ce genre de projet passion. C'est que les auteurs ont souvent envie d'avoir plein d'illustrations, ils ont beaucoup d'idées et c'est super, mais c'est vrai que après le budget peut pas forcément suivre par rapport à des livres qui sont pas qui sont difficiles à vendre quand même. Donc du coup on a dû se mettre d'accord sur ce point-là, sur essayer de voir qu'est-ce qui était vraiment important, sur quel style aimait Garrick. Est-ce qu'on a fait une première illustration, alors test, rémunérée, mais de test pour voir est-ce que ça correspondait, est-ce qu'on modifiait le style, est-ce que ça pourrait être une charte graphique qui corresponde.
Là, comme ça, je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que tu connais... ça a été beaucoup de discussions, en gros, pour essayer d'adapter le projet à un budget, au budget. D'accord, ok. C'est marrant ça qu'elle parle du budget. Pourquoi tu lui avais demandé, Garrick, tu lui avais demandé des milliards de... J'avais... vas-y, raconte. Moi, j'étais tout foufou, j'allais sortir mon jeu de rôle, je venais de finir l'écriture, donc j'avais plein d'idées de choses, exactement comme vient de dire Dilou. J'avais une envie de mettre beaucoup d'illustrations, et j'avais une fourchette de budget. Vas-y, dis-lui. Je peux rajouter la précision que c'est classique, ça se retrouve. Enfin, c'est pas que toi, Garrick, c'est classique chez les auteurs passionnés. Bien sûr. Et donc, moi, je suis arrivé en disant, ah oui, je voudrais voir ça, niveau budget, j'aurais à peu près ça. Et bon, elle me dit, là, alors écoute, c'est très sympa, mais elle me fait comprendre que pour le budget que j'ai, ça va pas du tout. Et moi, ça m'a fait très plaisir en fait que Dilou, tu me le dises avec. Moi, je sentais vraiment beaucoup de bienveillance, dire voilà, je sens que t'es emballé, mais il y a cette réalité là. Et moi, du coup, j'ai pu dire excuse-moi, c'est on va pouvoir renégocier, on va pouvoir remettre tout ça, mais effectivement, je suis arrivé tout foufou avec des rêves grandioses. Et dis-lui, du coup, t'avais déjà travaillé avec des auteurs foufous comme ça, ou parce que t'as l'air d'avoir... C'est pour quelqu'un qui se dit pas professionnel sur ce coup-là, t'as eu une réaction quand même vachement pro et... J'avais déjà un peu commencé à discuter de ce genre de problématiques, et après par la suite j'ai totalement confirmé cette vision avec d'autres clients pour le coup, mais à l'époque j'étais peut-être plus entre deux, on va dire. J'avais déjà commencé à me renseigner sur ces sujets et j'avais déjà fait quelques devis mais qui n'avaient pas forcément mené à quelque chose, et donc j'avais une idée de la façon dont on facturait et des prix. Après on va dire que je me suis aguerri aussi avec le temps après complot. Yes, ok, c'est cool. Alors juste, comment ça s'est passé déjà entre vous? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment tu l'as rencontré, dis-lui, Garrick? Comment t'en as entendu parler? Comment ça s'est passé? Alors par l'intermédiaire d'un copain, quand je faisais la toute première version, je l'avais envoyé à des gens pour relire, dont ce copain qui m'a dit tiens, si ça te dit, je vais le faire jouer à des amis. Et parmi ces amis, donc il y avait Dilou, qui dit donc à l'époque j'avais pas prévu de le faire en solo, donc je me disais je vais essayer de passer par un éditeur. Il se trouvait que dans mon entourage il y avait un petit éditeur qui avait l'air plutôt intéressé par le projet à l'époque, et qui m'expliquait comment ça allait se passer. Et donc ça t'a pas plu? Non, moi franchement au début je disais non mais ça va bien se passer et tout, et franchement très très cool, l'éditeur vraiment, c'est pas du tout vraiment, il n'y a pas eu d'histoire entre nous qui fait que j'ai voulu faire en indé. C'est vraiment à un moment je me suis dit j'ai envie de savoir comment ça fait de le faire en entier, donc je vais faire ce choix là. C'est génial ça. Et donc là, Dilou me contacte. Tu me corriges parce que je me souviens peut-être plus très bien, mais Dilou, tu me contactes et tu me dis en fait, j'ai entendu dire que tu étais avec un éditeur. Si ça te dit, moi, je veux bien te faire une ou deux illustrations comme ça pour aider. Mais je me demande même s'il y avait déjà la question de l'éditeur. Je crois que c'est arrivé après. Enfin, je crois, dans mon souvenir, moi, je crois que c'était plutôt qu'à l'époque, c'était un peu moi qui étais toute fofolle, entre guillemets, et qui cherchait le moindre projet pour faire une illustration. Où à l'époque, j'étais pas du tout dans des dynamiques pro, c'était vraiment du coup pour l'amusement. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'il y avait un projet où je pouvais faire des illustrations, ça me stimulait à fond. Et il me semble, je crois que à la base, on avait joué effectivement à un complot, que ça m'avait plu, et Loïc m'avait dit que tu cherchais éventuellement à avoir des illustrations ou quelque chose du genre. Et je crois que je m'étais proposé, que j'avais fait quelques visuels, pas beaucoup, juste quelque chose, et qu'après il y avait eu cette question d'éditeur qui était rentrée en ligne de compte, je crois, il me semble. Peut-être c'était dans cet ordre-là alors. Mais tu vois, c'est un... Je crois. Juste preuve que si on veut que son projet avance, il faut faire avancer son projet, il faut le faire playtester, etc. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il faut le sortir quand c'est un freaks, quand c'est un monstre, au moment où il ressemble à rien,
pour avoir une chance de faire jouer des gens qui connaissent des illustrateurs ou des relecteurs ou même des game designers qui peuvent nous aider à faire des jeux. Et c'est pareil du côté de Dilu. C'est-à-dire que c'était aussi elle qui était en demande d'aller trouver... Là, je m'adresse aux illustrateurs freelance et je leur dis, aux illustratrices freelance, de leur dire, c'est aussi à vous d'écouter aux portes des clubs de jeux de rôle où il y a de la demande, même des éditeurs de jeux vidéo ou etc., je ne sais pas. Et voilà. Et moi, j'ai noté, par exemple, sur Twitter qu'il y a beaucoup d'illustrateurs freelance qui me suivent sur Twitter juste au cas où à un moment donné, et de temps en temps, tu vois. Donc ça, là, c'est intéressant de voir que c'est parce que vous avez sorti ou eu l'envie de montrer vos créations que les projets se sont faits. Mais c'est important, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent... C'était pas très classique quand même, on va dire. Et oui. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui font de l'illustration, mais dans leur coin, qui osent pas montrer ce qu'ils font. De la même manière qu'il y a des tas de gens qui font des jeux dans leur coin, mais uniquement pour leurs potes, qui osent pas aller au bout, machin. C'est pas grave. Ça, c'est un truc français. Moi, ça, c'est un truc que je note chez les Français. Les Français sortent des trucs ou font des trucs quand c'est parfait. T'entendras jamais quelqu'un jouer du violon s'il sait pas jouer parfaitement du violon. D'accord ? Les Américains, ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, comme ça. Ils font de la merde, c'est pas grave. Et puis, ils le font. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on a une espèce de pudeur qui fait qu'on n'ose pas montrer son travail en cours de création. On veut tout de suite que ce soit parfait. Et là, on voit une histoire entre vous qui a bien fonctionné et qui se termine bien. Parce que justement, vous avez osé montrer à l'autre des choses. Regarde, je fais ça, moi je fais ça, c'est pas parfait. Et voilà, et je trouve que c'est une belle histoire aussi à raconter. C'est vrai. Alors, donc, du coup, tu lui as montré des croquis que tu faisais, Dilu, c'est ça ? Tu lui as montré du travail ? Non, mais même pas. Enfin, je lui avais peut-être montré aussi des croquis que je faisais, mais à l'époque, du coup, c'est pas vraiment une façon de fonctionner en temps normal. Hein. C'est pas du tout la façon dont font les illustrateurs normalement, mais comme je le redis, à la base, c'était pas du tout un projet professionnel pour moi au départ. Non, en fait, j'ai vraiment fait quelques illustrations pour Complot, mais il y a vraiment de nombreuses années de ça. Donc là, c'est des illustrations qui sont vraiment bas niveau, qui sont très amateurs. Mais à l'époque, oui, comme j'avais pas de projet professionnel, que j'avais juste envie de participer à un projet, j'avais fait quelques illustrations de Complot qu'on n'a pas réutilisées du coup pour le livre final, parce que c'est vraiment des vieilles illustrations, mais elles restent cool, comme ça. Elles seront quand même à jamais dans mon cœur pour moi, parce que c'était les toutes premières illustrations que je recevais. Tu m'étonnes. Après, ce qui était amusant, c'est que tu m'as demandé d'en refaire une, sur la base d'une que j'avais faite, du coup. Et je trouve assez amusant de pouvoir regarder la marge de progression, du coup, entre les deux. Ça, c'est assez agréable. Ouais, tu m'étonnes. C'est super, ça. Ok. Et donc, du coup, toi, t'avais mésestimé, Garrick, le coût de l'illustration Complètement, j'avais aucune idée. En fait, j'avais pas l'idée du travail que ça demandait derrière. Et du coup, je sous-estimais complètement le temps que ça pouvait représenter. Et mais de l'ordre de quoi ? Est-ce que tu as des exemples de ça ? Tu peux nous donner des exemples ? Par exemple, tu as demandé à Dilu des trucs. Je sais plus, mais beaucoup trop. Je crois peut-être 2 fois trop ou 3 fois trop, je sais plus. Okay. Au final, Dilu, tu as fait combien Je crois qu'on a divisé par 2, effectivement, il me semble. Et je crois que peut-être il y a eu aussi des questions de taille d'illustration à faire plus petit. Des choses comme ça, je crois. Oui, c'est vrai, au début, je voulais plein de trucs pleine page, et puis finalement, on a dit, on en fera quelques-unes pleine page, des bandeaux, des vignettes. Et juste, Dilu, et t'as fait beaucoup d'illustrations pour Complot. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'illustrations. C'est déjà très bien illustré. Oui. Voilà, je sais pas. Je le répète, dans toutes les conventions, Dilu a fait un boulot remarquable. Voilà. Donc voilà, je le redis ici, mais voilà. Est-ce que tu as fait des conventions avec Garrick, Dilu, ou pas du tout ? Tu laisses. Non, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça, mais c'est vrai qu'on est très éloigné géographiquement, alors c'est pas simple quand même. C'est dommage, parce que et Octogone peut-être. Octogone, voilà, c'est ça, ou les intergalactiques. Voilà, on va regarder les intergalactiques. Octogone, c'était un peu. C'est où déjà C'est à Lyon aussi. Octogone, je vois. Ah, c'est aussi à Lyon, d'accord. Ok.
Alors là, pourquoi pas Bah oui, parce que tu pourrais... En fait, tu vois, par exemple, un petit truc qui est sympa, c'est... typiquement, par exemple, des gens viennent sur la table de complot pour jouer. Tu peux leur faire... Tu vois, tu peux faire des dédicaces, leur dessiner leur perso avec un petit message individuel, tu vois... Éventuellement. Après, je suis un peu lente quand même, alors je sais pas si tout ce qui est dédicace, etc., si j'en suis capable à quel point, on va dire, mais, Ouais, mais c'est... oui, dans l'absolu, c'est peut-être quelque chose qui est possible. Pour Voilà, des dessins enfin. simples, je pense, parce que tu me parlais de dessins de personnages, ça semble, ça prend un peu de temps quand même. Bah, je te dis ça parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans les illustrations de complot, c'est les personnages, en fait. Je les trouve vraiment très, très beaux. Les visages, les poses qu'ils ont, les expressions, en fait. Enfin, il y a plein de choses que... Bah, voilà, ça m'a fait beaucoup penser à l'agence. Tu connais Maxime Tepp, l'illustrateur de l'agence? Là, comme ça, non, mais après, je suis très mauvaise en nom. Il est sur Lyon. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que toi aussi, tu es sur Lyon, me semble-t-il. Hein. Maintenant, je suis sur Grenoble, mais c'est vrai qu'à la base, j'étais lyonnaise. D'accord, ouais. Parce que voilà, c'est... Mais donc, je connais un petit peu... Et Maxime... Lyon, forcément. Et Maxime Tepp, c'est l'illustrateur de l'agence. Et je trouve qu'il y a une parenté, quoi. Enfin, c'est marrant. Enfin, je trouve que les deux jeux sont... Voilà. Je trouve ça rigolo. D'accord. Non, désolé, là, c'est vrai que ça me parle pas comme ça premièrement, mais il faudrait que je regarde et je veux bien... c'est très gentil en tous les cas. Non, mais voilà. Donc je me disais, comme ça, je me disais que ça pourrait être intéressant, parce que, si tu veux, Gary qui nous a parlé de ses problèmes en convention, d'être un peu seul à jouer et tout ça, et à ne pas garder le stand, je me dis que si vous vous mettez tous les deux, bon là, ça peut cartonner, quoi. C'est-à-dire que si Gary joue... Et puis surtout, si j'ai quelqu'un pour me... Je suis pas la meilleure vendeuse non plus, hein, mais... oui, mais au moins, si on peut se relayer pour maîtriser, tu vois, ça peut être intéressant aussi. Ah bah ça, maîtriser, ça... Par contre, moi, je ne sais pas maîtriser, par contre. Mais après, question, en ayant un stand comme ça, à deux, pour toi, vu que les illustrations de complot, c'est une commande, est-ce que... Enfin, déjà, quel droit t'as cédé sur tes illustrations? Est-ce que tu pourrais en faire des prints? Est-ce que tu pourrais vendre des prints à toi sur un stand où vous serez à deux? Tu vois, enfin, quitte à être à deux, est-ce qu'il n'y a pas de choses comme ça que vous pourriez faire? C'est pas faux, ouais. Après, le problème de ça, c'est que par contre, il y aurait en termes du prix du stand, a priori, il faudrait payer quelque chose, je pense. Après, à vrai dire, du coup, si tu vends, si tu vends déjà des exemplaires de complot, c'est déjà un stand marchand. Ça après, ça dépend des... Ça dépend des conventions, certaines n'ont pas de problème. Certains vont te demander de payer des frais pour avoir un stand marchand, d'autres pas du tout. C'est super variable. Okay. Et je sais... Attention à ton micro, Alice. Pardon. Je sais pas du coup si c'est forcément la même chose dans les conventions de jeux de rôle, jeux de plateau, mais dans d'autres types de conventions, je sais qu'en faisant une animation, souvent le prix du stand est réduit. Et du coup, est-ce que toi, Romaric, tu as eu une expérience déjà où en animant des tables, c'est plus accessible à un niveau de prix de stand? Parce que seul, c'est super... Enfin, sans parler d'être seul sur ton stand, déjà toute la journée, d'être seul et de faire les parties et du coup de devoir laisser le stand, et pendant ce temps, il n'y a personne qui présente le jeu. Mais juste pour le coût du stand, c'est chaud aussi. Alors attention, nous, on travaille en convention. En convention, les auteurs sont des invités. Ils ne payent pas les stands. On n'est pas sur des salons. Ça dépend où. Là, tu parles de salons. Ouais, mais par exemple, si tu prends Octogone, Octogone, il y a un coût. Oui, mais ça. Octogone, c'est un salon de jeu. D'accord. C'est pas une convention. Ok, d'accord. Je connaissais pas la distinction. Pareil. Pour moi, en fait, un salon, c'est un endroit où on fait payer des gens pour rentrer dans un magasin géant dans lequel il y a tout ce qu'ils aiment, etc. Et généralement, dans un salon, on peut trouver aussi des grossistes, c'est-à-dire des gens qui vont vendre à des boutiques, à des magasins, en gros, etc. etc. Et là, évidemment, tu as tout un tas une dimension de prix du stand et tout ça, etc. Le salon de l'agriculture, le salon, etc. Pour moi, c'est ça, le salon du livre. Tu as plein de types de salons différents. Les conventions, c'est pas ça. Les conventions, ce sont des micro-événements qui sont organisés par des associations pour rassembler l'intégralité des membres de l'association sur un événement festif
Voilà. Et à cette occasion des conventions, il leur arrive d'inviter des auteurs. Alors, là, je vous dis ça, moi, c'est mon expérience du truc. Vas-y, Jérôme, je t'en prie. Coucou, salut tout le monde. Je débarque. J'ai une petite question bête. Jean-Messe de Poitiers. Le LBD, pas le tireur de balles de défense. Attention, parce que t'as un micro qui est... Voilà, vas-y, je t'en prie. Le LBD. La Bourse AD à Poitiers, qui est une association de jeux de rôle, eux, ils appellent leur convention un festival. Ouais, ça, j'en sais rien. Non, mais je sais pas. Non, mais Désolé. Non, mais je te dis ça par. Si tu veux, Jess, je te dis pas. C'est pas. Ce que je suis en train de te dire, la différence entre les salons et conventions, c'est pas un truc qui est gravé dans le marbre ou qui est un truc qui est dans les textes de loi. Hein. C'est un truc que j'ai observé, moi, à titre personnel. Ok, c'est très ça bien. que je te dis. Okay. Voilà. Pour moi, la distinction, un festival, c'est quelque chose de festif, ça se rapproche de la convention. Un salon, ça se rapproche de ce qu'on appelle dans le milieu souvent, en vieux français ou dans le milieu agricole, les foires. Alors, le festival, en général, les festivals, ça se dit ça ? Non, les festivals de jeux auxquels j'ai été, c'est généralement des tables en libre accès. C'est-à-dire que si tu prends par exemple le festival de Lille, là où j'avais été, je ne sais plus comment ça s'appelait, Ludi Nord peut-être, et le festival de Flers où j'ai été aussi, c'était en fait, en gros, n'importe qui peut rentrer. Je suis même pas sûr qu'ils fassent payer l'entrée. Et t'as des gens qui font jouer de façon gratuite et tout, et c'est pas forcément les auteurs des jeux et compagnie, tu vois, c'est en libre accès. Alors pour le coup, c'est en effet à peu près le format du festival de Poitiers. Voilà, donc tu vois, voilà. Mais ça, tout ça, encore une fois, c'est à la louche. Je dis pas, c'est pas écrit dans le marbre, hein, ce que je vous dis là. C'est pas les textes de loi ou je sais pas quoi. C'est ce que j'ai observé au cours de mon expérience assez longue maintenant d'auteurs indépendants de jeux de rôle. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, le salon, c'est vraiment pour voilà. Donc toujours est-il que pour revenir à nos moutons, donc sur une convention, en fait. Ça dépend vraiment des gens qui l'organisent. Est-ce qu'ils acceptent qu'on vende ou pas c'est un peu comme une braderie. Du coup, on rentre un peu dans le truc, dans la législation de la braderie, quoi. C'est un peu flou. Voilà, on est dans un lieu. Oui, on peut vendre, tu vois, mais bon, il n'y a pas de... Voilà. Ça dépend des lieux. Par exemple, je sais qu'à la convention de Rennes, ils avaient été emmerdés parce qu'ils étaient sur le site de la faculté et que donc il n'y avait pas le droit d'y vendre des objets parce que je sais pas, apparemment dans les universités il n'y a pas le droit d'acheter des choses. Enfin je me souviens plus exactement des raisons qui avaient été invoquées, mais il y avait des histoires comme ça. Je sais que c'était compliqué. Enfin tu vois, des tas de trucs comme ça quoi. Donc tout ça est vraiment dépendant du contexte, du lieu et tout ça. Mais aujourd'hui il y a Internet et donc Dilu, rien ne t'empêche d'avoir un site d'impression à la demande de posters ou d'affiches. Et de dire, si vous voulez une affiche, un poster, prenez votre smartphone, allez sur ce site-là, faites acheter, vous la recevez dans 2 jours. Parce que maintenant, il y a des... Oui. Voilà. C'est possible. Après, ça, à mon avis, en termes de vente, ça fonctionne quand même peut-être un peu moins bien en faisant ça, mais oui, dans l'absolu, c'est possible. Alors, bon, après, évidemment... faudrait voir... Dis-lui, pour le moment, il y a 25 ventes de complot. Donc, effectivement. Mais par exemple, si tu prends un jeu comme Sens, donc, qui est mon propre jeu, où il y a maintenant 1100 Sens Renaissance dans la nature, là, il y a de la demande pour des posters de Valère. Moi, j'en ai régulièrement des gens qui me disent, mais où est-ce qu'on peut acheter des posters, machin, de Sens et trucs, etc. C'est vrai ça? Où est-ce qu'on peut acheter des posters? Donc, il y a donc, comme quoi, il va y avoir de la demande. Si le jeu vit sa vie... Voilà. Sûr. Après, je pense que d'avoir les visuels sur place, ça peut même peut-être bien doubler ou tripler l'intérêt de la chose. Sur les stands, j'ai des affiches, donc j'ai fait imprimer la couverture en plus grand format, genre en A3. Je mets les affiches sur les stands et c'est ce qui attire vraiment les gens. Ils voient l'affiche, ils voient la magnifique illustration de couverture et ils viennent, ils disent « Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Ouais, bien sûr. Le visuel, de toute façon, c'est capital. Y compris sur le net, maintenant, c'est vraiment, capital. Alors, est-ce qu'on a le droit de parler rémunération ou c'est tabou? Combien est-ce que tu as payé Garrick Dilu, du coup, pour les illustrations? Oui, c'est ça. Combien tu m'as payé? De façon que je l'ai formulé. Donc, en termes de rémunération, donc on était parti, donc comme disait Dilu dans un premier temps, qui était, je t'achète une illustration pour qu'on voit si on aime bien travailler ensemble. Est-ce que moi je suis content de ce que ça donne? Est-ce que toi tu es contente de cet univers? Est-ce que tu te vois travailler jusqu'au bout du projet là-dedans? Voilà. Donc on a commencé comme ça. Donc
pour moi, c'était une des illustrations que j'avais dans mon plan. On faisait comme ça. Et comme ça a bien marché, après on s'est dit, ok, on y va, on fait le projet en entier. Donc Dilu m'a fait un devis qui est et on s'est fait un peu un deal un peu particulier, mais dans les faits, donc on a étalé ça sur la période d'illustration. Ouais. En fonction des... Donc je crois que c'était tous les mois, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. T'étais rémunéré, t'étais rémunéré tous les mois, Dilu, pour Complot? Tous les mois de travail? On avait un devis donc avec la somme totale dessus, qui variait pas. Et sur le devis précisé à tel mois, tant de pourcentage du devis, donc tant à tel mois, tel autre pourcentage. Donc ça permettait d'étaler les sommes sur plusieurs mois. C'est pas tabou, on peut savoir c'est combien la somme finale? La somme finale, c'est... Alors j'ai noté... c'était 2033 €. 2033 €. C'est ça? Oui, sachant que ça reste... ça reste pas... Enfin, voilà, il y a eu beaucoup d'illustrations pour ce prix-là. Aujourd'hui, je ferais peut-être pas forcément les mêmes... Non, mais c'est normal, t'inquiète. d'illustrations. Alors, je vais même te dire un truc, tu feras forcément pas les mêmes tarifs pour les mêmes secteurs et pour les mêmes milieux non plus. C'est-à-dire que malgré tout... Ça, on est d'accord, mais je veux dire, oui, même en jeu de rôle, peut-être qu'il faudrait... ça serait à voir. Mais ce que je peux te dire, c'est que avec ce tarif de création et vu la quantité d'illustrations que tu as faites pour Complot, tu es dans les prix du marché du jeu de rôle. Voilà. Dis-lui. Ouais, après tout dépend. Après tout dépend réellement. Au prix, au temps que j'y ai passé, pas forcément. Après, effectivement, dans le jeu de rôle, il faut produire vite, etc. Ce qui est pas forcément ma façon de faire au premier abord. Tu sais combien exactement il y a d'illus j'avais même pensé à ça. D'illustrations dans Complot? Il y en a 31, non quelque chose, ou non, 35, je sais plus. Quelque chose comme ça, oui. Une trentaine, ou un peu plus d'une trentaine, je crois. En comptant vignettes, bandeaux, pleine page, oui, il y en a beaucoup. Je compte tout, là. Donc, effectivement, dans le lot, il y a aussi des toutes petites illustrations. Combien de pleines pages? Et combien de pleines pages? Juste pour savoir 11, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Moi, j'avais retenu une dizaine. Sans compter la couverture, il me semble. Il faudrait que je retrouve exactement. Ouais, mais il y a beaucoup de bandeaux aussi, donc c'est... Ouais, il y a quand même du travail. Les bandeaux, il y en a 6. Tu en as plus de 11. Hein. Il y a plus de 11 illustrations, je pense. Hein. Ouais, j'en sais rien. En pleine page? Ah ouais, je pense. Je sais pas, je suis en train de le feuilleter là rapidos, mais... Oui, bon, peut-être qu'il y en a 11, mais peut-être. Je ne m'en rends pas compte. Après, faut que je retrouve. Ok. Mais en tout cas, voilà, pour te dire que tu es dans les prix du marché du jeu de rôle et toi, Garrick, dans les prix du marché du jeu de rôle. Voilà, je pense ça. Et question, Alice. on a parlé du coup rémunération et nombre d'illustrations, mais au niveau des droits, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe, ouais. Tu veux répondre, Dilou? En termes de cession de droits, qu'est-ce qu'on a déterminé, tu veux dire? Oui. En termes de cession de droits, alors on est parti sur une durée assez courte, pour éventuellement le renouveler, mais déjà pour partir sur une cession de droits à un prix faible, avec du coup, je crois que je gardais mes droits d'exclusivité. On est resté sur des choses qui permettaient de faire une toute petite cession de droits, pas trop chère. Mais qui comblait quand même les besoins de Complot a priori, donc autorisation forcément de l'édition, sur le support de site internet, il me semble, affiches, je crois qu'on avait mis dedans aussi. On avait mis flyers, je me souviens plus en précision, mais en tous les cas, on va dire une session de droit pas trop grande non plus, pour réduire les coûts. C'est génial, ok. Moi, tu vois, par exemple, avec Valère, j'avais dit que je ne prenais pas les droits sur les affiches et tout ça, je les voulais pas. Je voulais que ce soit lui qui fasse la démarche d'avoir un site internet avec les affiches et que ce soit lui qui récupère toute la maille de ce côté-là, tu vois, par exemple. Okay. Parce que là, en l'occurrence, si tu as cédé les droits sur les affiches, tu pourrais vendre des affiches et du coup, tu aurais le droit de... Ouais. Alors, peut-être... Quand je disais affiches, là, pour le coup, je pensais à affiches publicitaires, par exemple. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, ok. Okay. On n'a pas inclus dedans les goodies ou ce genre de choses. Ah, d'accord, on est bien d'accord. Okay. Si demain, on veut faire des... Je me suis mal exprimé, c'était pas affiches à vendre. Voilà. Si demain on veut faire des goodies parce que la série Netflix Complot a super bien marché, c'est une blague, n'attendez pas une série Netflix Complot, mais voilà, si en gros demain on veut faire des produits dérivés,
donc les droits sont à Dilu, ce sera à elle de voir tout ça. Enfin, évidemment, voilà, évidemment. moi j'ai juste les droits pour effectivement. La cession de droits, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Donc si jamais il y avait un besoin de quoi que ce soit, rien n'empêche de faire un avenant au devis et bien sûr de payer la somme qui est en conséquence. Voilà, mais bon, après, rien n'empêche, s'il y a un besoin particulier, de changer des choses. Tout à fait. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout cette histoire, comme moi avec Valère, de nombre d'impressions, etc. T'en as imprimé combien des complots quand même ? Alors, moi j'en ai imprimé genre. C'est vrai Vas-y, dis-lui. Non, mais oui, c'est vrai qu'après, ce que disait Garrick aussi tout à l'heure, c'est qu'on a fait un truc aussi un peu particulier. Là, c'est vrai que c'est vraiment la cession de droit des images. Mais après, on avait aussi fait un contrat un peu particulier, en gros, qui stipulait qu'à partir de je sais plus le nombre de livres, mais de X livres qui remboursaient le prix des illustrations, je pouvais gagner éventuellement un certain pourcentage sur les livres. D'accord. Après, voilà, ça reste assez symbolique parce que ça reste le jeu de rôle et voilà, forcément, il y a peu de ventes, mais bon, ça reste un petit symbole qui fait toujours plaisir. Bien sûr. Donc, Garrick, t'en as imprimé combien, rapidement ? Alors, actuellement, imprimé dans le sens que j'ai imprimé pour moi ou en comptant les ventes. Parce que c'est sur Lulu, donc voilà. Les gens vont sur le site de Lulu. Lulu envoie ça à un imprimeur en France. En Mayenne. Je précise, en Mayenne. Voilà. Qui l'imprime, vous l'expédie, vous l'envoie. Et me paye après, moi, donc, une part des royalties, enfin, sous forme de royalties, quoi, donc ma part à moi, quoi. D'accord. Et donc, Dilu ne touche rien des ventes de complots pour le moment. Pour le moment. Et à partir de combien, du coup, elle touchera quelque chose ? Alors, on a calculé, donc, qui est à une fois le 598e exemplaire imprimé. À ce moment-là, donc, il y a 11% environ du prix de vente qui reviendra à Dilu. Excellent, ok. Très bien. Voilà. Puisque donc le plan, intéressant, le deal du contrat était de dire je paye le prix que tu me donnes comme devis, mais moi j'ai envie que ce soit vu comme si en fait tu avais un pourcentage sur les ventes et en fait ce prix que tu me donnes comme prix d'illustration, c'est une avance sur cette part-là. Voilà. D'accord. Dans l'hypothèse, alors pour l'instant très virtuel, très symbolique, mais dans l'hypothèse où, je sais pas, moi, comme tu disais, tu as réussi à vendre plus de 1000 exemplaires de Sens, si un jour on arrive à vendre 1000 exemplaires de Complot, il y aura beaucoup de royalties pour Dilu. L'idée, c'est que si ça marche très bien, Dilu ayant travaillé, ayant participé à ce projet, je trouve que pour moi, ça me semblait normal que du coup, elle en prenne sa part, quoi. Excellent. Et donc tout ça est sur Lulu. Ça c'est important aussi à préciser. On l'a toujours pas dit quand même. T'as pas pris le risque d'en imprimer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Vincent ? Vas-y. Complot est sur Lulu. Toujours bien de rappeler le titre. Oui, complot. La guerre des ombres est sur Lulu. Voilà, ça te va comme ça va. Ça me va. On sent le vendeur. Donc du coup sur Lulu, donc pas de risque au niveau de l'impression. Tu vois, t'as pas dû avancer des frais d'impression. Ça c'est important aussi. Aussi, quels autres avantages ça me donne pour Lulu, c'est que je ne dois pas gérer des stocks et l'expédition à des gens. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir ma propre boutique en ligne, que les gens viennent et je vais à la poste régulièrement pour envoyer des exemplaires aux gens qui achètent. Ça, c'est Lulu qui gère. Et donc, ça me permet d'être relativement tranquille avec ça. Je ne pense pas que j'aurais eu le temps de m'occuper de gérer vraiment moi-même ma boutique, quoi. Excellent. Dis-lui, est-ce que tu es sur d'autres projets en ce moment ? Oui, mais là, c'est plus des projets pour des clients, donc c'est pas forcément des projets perso. D'accord. Ça te rend triste. Je sens que ça te rend triste, non ? Voilà, je sais pas si le cri de mon chat s'est entendu. Oui, si. Il veut Il veut des croquettes. des croquettes. Bon, allez. Plus de croquettes, plus de clients. Croquettes. C'est bon ça. Ok. Non, ça me rend pas forcément triste, surtout que c'est des projets que j'aime bien, qui sont très créatifs. Donc non, pas forcément. C'est juste que là, j'ai pas forcément grand chose à rajouter à la question en soi. Est-ce que tu travailles pour des projets de jeux de rôle ?
Jeu de rôle, non, pas, en ce moment, non. Enfin, il y a peut-être bientôt, mais pour l'instant, il faut déjà que je finisse quelques commandes avant. Bon, c'est bien. Ça veut dire que si tu travailles plus pour du jeu de rôle, ça veut dire que tu commences peut-être à gagner de l'argent, donc je suis très content pour toi. Oui, c'est vrai que c'est peut-être moins compliqué que dans le milieu du jeu de rôle, c'est sûr. Mais même si reste toujours que comme c'est moi qui dois fixer les prix, c'est toujours compliqué. Ouais. C'est difficile. Juste d'estimer justement, je veux dire. C'est difficile d'estimer son travail. Oui, déjà parce que c'est toujours compliqué de savoir combien de temps va prendre réellement la production d'illustration, et puis parce qu'effectivement, par exemple, comme dans le monde du jeu de rôle, selon le projet, il faut des fois s'adapter un petit peu à des budgets qui sont déjà bas, donc il faut faire des concessions sans non plus trop brider son travail, son temps de travail, parce que des fois ça peut devenir beaucoup trop grand pour des sommes beaucoup trop petites. C'est très... Donc c'est un équilibre compliqué. Pardon. Non, je trouve ça remarquable le fait que tu parles en temps de travail. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle aux illustrateurs, tu vois, ils ont une appréciation esthétique de chaque illustration, et donc, tu vois, peut-être... ou alors... ouais. Enfin non, mais je suis frappé par le fait que, par ton pragmatisme en fait, le fait que tu parles en temps de travail. C'est parce que c'est comme ça normalement qu'il faut calculer le prix d'une illustration en fait. Ouais. Parce que, je veux dire par exemple, si on te demande de faire un crayonné, c'est-à-dire juste des traits, ce qui peut être très joli du coup. Tu vois, en termes d'esthétisme, c'est pas forcément moins joli d'avoir un crayonné qu'une peinture complète. Mais par contre, le crayonné, il va te prendre beaucoup moins de temps que de faire une peinture complète. D'accord. Donc, ça doit, comme dans n'importe quel métier, ça doit intervenir dans le prix. Alice, rajouter quelque chose, c'est que donc toi, tu disais, tu comptes aussi en journée. Ouais. Ça se fait de compter en journée. Attention à ton micro, toujours pareil, c'est des unités directives. Oui, c'est en heure, mais c'est même principe en journée. Donc toi, par exemple, Alice, quand tu travailles, comment est-ce que tu évalues justement? Pareil, en temps de travail aussi. Mal, ouais. C'est pas encore. C'est dur d'évaluer son travail. Je me rends compte que c'est probablement la partie la plus difficile de nos métiers en tant que créatif. Et aussi parce que avec mon collectif, on a une posture très très différente pour l'instant. Vous êtes en mode comment? En gros, on est un collectif d'illustratrices. On a monté une association. On voulait faire toute la partie édition, distribution, communication en bénévole et se rémunérer sur les illustrations. Sauf qu'il faut qu'on ait un fonds de départ. Et là, ça fait 3 ans qu'on a lancé le truc et on n'a pas assez pour avoir un vrai fonds de départ quand même. C'est très cher. Voilà. J'ai une artiste peintre ici, en fait, dans les locaux de la Baronnie. Là, j'ai un atelier qui est loué à une artiste peintre. Et elle disait même le coût d'entrée dans les musées. C'est-à-dire que ses travaux sont régulièrement sélectionnés pour aller dans des musées à Londres, en Italie, etc. Mais le prix de transport des œuvres, le prix de stockage des œuvres sur place. C'est-à-dire qu'il faut penser à... Parce que le transport, il faut que l'œuvre ne soit absolument pas abîmée. Tu vois ? Donc, elle disait, en fait, le coût d'entrée juste du transport et du stockage sur place des œuvres, qui font quand même le tour de l'Europe, faut imaginer. Elle dit, c'est une fortune. Une fortune. Et donc, de fait, tu peux avoir autant de talent que tu veux, être très bien vu par les musées et tout ça, si tu n'as pas un investissement de base qui est de l'ordre de 5 000 €, parfois 6 000 €, tu vois, elle me disait l'évaluation à peu près, et encore, je pense qu'on n'a pas tout calculé. Tu te rends compte? C'est-à-dire que quand même, c'est un métier qui est quand même réservé à des gens qui ont les moyens. Et donc, il ne faut pas s'étonner si les artistes dans les musées, ce sont aussi des gens issus de certaines catégories professionnelles. Parce que, en fait, il y a un coût d'entrée dans le musée qui est extrêmement élevé. Et ça, moi, je l'ai réalisé en étant à ses côtés et en le comprenant. Et donc, l'association là, que tu décrivais, Alice, c'est la même chose. Et alors, pourquoi vous avez besoin de cette masse financière de base t'as vu les prix du papier? Voilà. Les prix du papier, tout simplement. Ouais. Le prix du matériel, mais ça, je ne l'ai même pas compté dans mon calcul pour les musées. Là. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Toi, tu vends du papier, c'est ton métier. Pour info, le prix de la tonne de pâte à papier a été multiplié par 5 depuis début 2022. Mais on est début 2023. Et toi, tu me disais l'année dernière qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à stocker du papier
en vue de la pénurie. Ça, c'était su. On savait qu'il n'y aurait plus de papier Non. il y a un an. Non, ce que je te disais, c'est qu'il y a un an, il y a des gens qui ont stocké du papier pour organiser une pénurie. Ça s'appelle du dumping. Il y a un an. Oui, il y a un an. Oui, mais parce qu'ils savaient qu'il y aurait une pénurie. Oui, mais... Ah, tu parles de mes clients? Oui. Oui, je leur disais, ça fait partie de mon travail de leur dire il faut que tu aies du papier d'avance, sinon tu ne peux plus produire. Mais par contre cette pénurie ne vient pas que des confinements. Elle vient de dumping qui a été organisé. Des gens qui ont racheté énormément de stocks pour les relâcher petit à petit à des prix beaucoup plus hauts. Et toi qui es dans le secteur du papier, justement, est-ce que tu vois une fin arriver à cette pénurie? Est-ce que ça va se déboucher, ça va se débloquer? Avec peut-être le fait que la Chine se soit déconfinée Tu veux la etc. version optimiste ou la version de Je veux les deux. ce que je pense? Fais comme le corps, tu me donnes plusieurs versions, je choisirai la meilleure. Comme le corps, Vas-y. ok. La version optimiste, ça devrait rentrer à la normale dans l'année sur les quantités de papier disponibles. La version réaliste, c'est que quand un marché a un prix qui monte, il ne redescend jamais. Aujourd'hui, je vends des cartons de papier globalement à des photographes. J'ai des cartons qui en un an ont pris 100% d'augmentation, donc un prix multiplié par 2. C'est aujourd'hui, le prix restera le même après une fin de pénurie. Renseignez-vous sur le prix de la pellicule couleur de photos. Actuellement, il y a une pénurie mondiale qui vient de 2 facteurs, enfin 3 en fait. Il y a eu un confinement, il y a eu la fermeture d'usines de fabrication parce que tous les fabricants ont pensé que c'était derrière nous. Et pendant le confinement, des influenceurs ont remis à la mode l'argentique. Donc il y a de nouveaux clients qui viennent acheter de la pellicule. Donc une beaucoup plus forte demande. Excellent. Ouais. Résultat, des pellicules qui se vendaient auparavant entre 7 et 8 euros, TTC, je parle de prix pour le particulier, aujourd'hui se vendent 45 euros sur certains sites qui vendent beaucoup de produits différents et qui ont le nom de guerrières féminines bien connues. Et moi, je vends les produits 4-5 fois plus chers qu'avant le confinement. Pour autant, il y a tellement de demandes que quand je rentre avec des quantités relativement grosses, quand sur mon site internet, j'ai 5000 pellicules à vendre, elles restent entre 10 minutes et un quart d'heure à la vente. Et tu penses qu'il y aura une inertie à la redescente? C'est-à-dire qu'une fois que c'est monté, ça ne peut plus redescendre? Ah, je ne pense pas, Il y a je un l'affirme. effet de C'est cliquet. une loi du marché. Ouais, C'est une loi du marché. Ça va redescendre, Putain, mais ça tu redescendra, sais que ça me fout les ça boules, redescendra jamais aussi bas que ce que c'était. Là, les prix qui ont augmenté, il faut bien se mettre en tête, ils vont rester très hauts. Putain, ça me fout les boules, ça. Jérôme, tu voulais Ah, intervenir? Ouais, moi j'ai juste une question pour Vincent. Est-ce que ça risque pas encore d'augmenter? Parce que tu parles d'un x5 de 500% d'augmentation sur la pâte à papier. Pour l'instant, c'est pas répercuté sur le client final. Si. Ah, si, Pas moi, x5. moi, je le Les prends. magazines, quand j'achète Non, un pas cahier, tu vois. Ok. Et ça, est-ce que ça risque pas à un moment de se répercuter sur nous par ricochet? Alors, dans Parce une que certaine Amazon, mesure, tu vois, non. Tu les citais, ils sont en train de vendre du carton par tonne, du carton qui sert à rien, qui fait augmenter le carton pour tous les autres. Est-ce qu'à un moment, ça va pas nous retomber sur le coin du bec? Au final, oui. Après, ça dépend des marchés. Il y a des marchés où les marges étaient tellement grosses avant que le vendeur peut absorber une partie de l'augmentation. Donc ça se répercutera, c'est certain, mais pas entièrement. Par contre, il y a des marchés où c'est pas possible. Là, l'impression, ils en chient. Je peux te dire que l'impression, ils en chient. Je suis Toutes en les contact avec imprimeries Gazo. françaises ferment. Ah non, mais c'est un truc de malade, un truc de fou. Et à propos de ça, François. au niveau des délais de répercussion, de la montée des prix, là on a parlé de confinement, Covid, ça a déjà un certain temps pour que ça se répercute aujourd'hui. Quand on va voir arriver aussi les résultats de la montée du prix de l'énergie. Parce que mine de rien, tout nécessite de l'énergie, y compris l'impression et la fabrication de pâte à papier. Enfin voilà. Donc ça. Mais tu qui penses tire les vraiment que ça va ficelles de ces redescendre augmentations dans l'année là? C'est ça. Ça dépend des produits. La pellicule, par exemple, oui, ça va redescendre dans l'année. Il y a Kodak qui est en train d'ouvrir 4 nouvelles usines, sachant qu'ils en avaient fermé 3. Donc il va y avoir un apport. Un marché, ça reste quand même soumis dans une très forte mesure à la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, tout le monde veut de la pellicule, il y en a très peu, ça coûte très cher. Si demain, tu inondes le marché avec des pellicules,
le prix redescend, mais il redescendra jamais au niveau qu'il avait avant cette pénurie. D'accord. C'est le principe, vraiment le principe, il faut le comprendre, du dumping qui existe dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a des gros faiseurs, des actionnaires qui achètent de grosses quantités d'un produit, le stock, juste le temps de faire monter les prix puisqu'il s'est raréfié. Et qui ensuite le revendent en encaissant de très grosses plus-values. Ça se fait avec les cartes Magic aussi, enfin, je veux dire, pour parler d'un marché que je connais mieux. Alors, on parle de prix depuis tout à l'heure, c'est très intéressant de mettre évidemment le prix de l'impression dans la boucle, puisque Lulu a fait des augmentations récemment. Donc toi, tu as été directement impacté. Et justement, j'en viens à cette question que je voulais te poser sur le prix du jeu. 33 €, avec un prix comme cela, Complot se situe, à mon avis, sur la gamme où il est, parmi les jeux les plus chers du marché du jeu de rôle indépendant. Pourquoi, Garrick, avoir fait ce choix d'avoir fait payer 33 €, ça paraît quand même... Alors, Jérôme. Juste apporter un petit détail. Un Le petit papier commentaire. est quand même très blanc. Il m'a l'air assez épais. Le livre pèse lourd pour le nombre de pages qu'il a. Oui. C'est-à-dire que les autres sont moins chers, mais là, il y a une... Enfin, Toi, ça te choque pas, 33 € pour Alors, un livre comme ça? moi, tu me connais. Ouais, voilà, c'est d'où la question. Ce que je veux dire, c'est que si on le compare aux autres jeux indépendants, tu sais, sur Lulu, souvent les gens ils mettent les critères minimums. J'ai l'impression que t'as pas pris les minimums, toi. Non, ça se voit. Voilà, Ouais. tu vois, c'est ça que je veux dire. On n'est pas sur la même qualité qu'un prosopopée à l'époque, tu vois. D'accord. Oui, d'un autre côté, je suis désolé, il n'y a même pas de vernis sélectif. Il est chiant avec ça. Et si on donne le prix François. du livre, il faut peut-être aussi donner le nombre de pages qu'on n'a pas donné là, parce que sur le jeu indé, il y a des petits trucs à 10 pages, là on n'est pas sur ça non plus. Oui, tout à fait. On a 200 et quelques pages, 300, je sais pas. Environ 300 pages, ouais, quelque chose comme ça. Et l'illustratrice a été très très bien rémunérée avant même impression des livres. Parce qu'il y a des illustrations, il y a des illustrateurs qui sont payés ce prix-là, mais au total, après vente, etc. C'est-à-dire à la fin du projet. Là, avant même la sortie du projet, elle avait reçu... je parle dans le monde du jeu de rôle, hein, dis-lui. Hein. Ouais, bah ça me fait râler quand même, mais... Bah vas-y, je t'en prie, râle. Râle, moi j'aime bien les râlistes. Non, bref, il n'y a rien de plus à ajouter par rapport à ce que tu dis, mais t'inquiète, pardon, vas-y, continue. Voilà, en tout cas, voilà, c'est pour dire aussi que le jeu est cher, mais il y a quand même... je veux dire, l'auteur s'est pas encore payé, en fait, t'as pas encore été rémunéré, Garrick, et il y a déjà une illustratrice qui a été rémunérée. Et il y a du travail de vente à faire, etc., avant que tu puisses toucher les premiers euros de bénéfices. Hein. Parce que là, donc du coup, qu'est-ce que tu... Alors attends, Alice, tu voulais intervenir d'abord. Qu'est-ce que tu as avancé, Garrick, comme frais, en fait, là, pour l'instant, pour Complot? Donc Pour qu'on déjà, comprenne il y bien. a le prix de l'impression lui-même. Voilà. Donc, Mais ça, c'est pas toi qui l'avance, puisque c'est... Je veux dire le tu veux pourcentage qu'ils prennent, sur les enfin, que 33. Lulu prend sur les d'accord. 33. oui, enfin, voilà. c'est ça. Moi, je parlais des frais que Ouais. tu avais engagés, toi, en tant que donc, personne, les- avant les- même... Les frais que j'ai engagés, Dis-lui. la grosse majorité, c'est l'illustration. L'illustration, c'est ça doit être 99%. Et les de... salons, les conventions, c'est gratuit, ça? Alors, là-dessus, ça dépend vraiment des conventions. Quand c'est des conventions où j'y vais vraiment que pour la convention, dans ma compta, je dis, j'en mets la moitié du prix que ça m'a coûté d'y aller. Parce que je dis, j'y vais aussi un petit Pour le peu pour plaisir. moi, pour le plaisir. Donc je me sentirais pas tout à fait droit dans mes bottes Ouais. de dire je mets tout le prix là-dessus. Donc je dis bon voilà, la moitié du billet de train, la moitié du prix de l'hébergement, etc. Ça coûte cher, ça aussi. Hein. C'est voilà. Je suis pas sûr que mis bout à bout, si tu as fait 4 conventions, on soit pas loin de peut-être 500-600 euros. Hein. Ah mais bah alors après, voilà. Non mais de toute façon, je suis allé faire une convention, j'ai fait 0 vente là-bas, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un retour invisible qui est que ça a fait connaître le jeu. Et après, moi, j'ai vu des ventes sur Lulu. Mais je suis d'accord Donc- avec toi, mais si tu veux... Ouais. Attends, dans un projet, il y a des budgets communication, en fait. Ouais. Et pour moi, le prix des conventions, des déplacements, etc., c'est un budget communication. Ouais, voilà. Et sur les conventions où tu vends pas, tu peux pas te dire que tu es payé juste en visibilité, Garrick. Oui, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec Alice. Et Très puis bien. c'est du temps de travail en plus, le temps passé sur convention. Je veux dire, c'est pas. Et ça aussi, c'est pas ça a que un du coût. plaisir de passer sa journée sur un stand à parler de ton jeu en boucle. C'est pas que du plaisir. Mais voilà. 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 Après, Enfin, bon. quand je vais en convention, parce que c'est là où habitent des amis,
je vais voir des amis et je profite de la convention en Oui, même temps. je Là, bon, moi je le mets pas dans ma compta, je me dis je suis surtout allé voir des amis et j'en ai profité pour faire ma promo. Voilà. Non. Voilà. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que bon, alors si on met tout bout à bout, donc allez, Donc, à la louche. Il y a les prix de convention, il y a l'illustration. Voilà. Il y a en fait quelques frais supplémentaires qui sont Ouais, c'est très bas à côté de ça, mais tout simplement le dépôt légal. Puisque donc voilà, ça c'est une question qu'on me pose souvent en convention, c'est j'ai écrit un livre ou j'ai écrit un livre, comment je fais faut que je le déclare quelque part, etc. Je leur dis en fait du point de vue de la loi, il faut savoir, à partir du moment où vous écrivez un livre, la loi immédiatement vous reconnaît comme auteur et vous en avez les droits. La seule chose que vous devez prouver, c'est que c'est bien vous l'auteur, l'autrice. Et pour ça, alors donc il y a tout un tas de solutions. Il y en a une qui revient souvent, c'est envoyez-vous votre manuscrit par recommandé, ne touchez pas au cachet, etc. Et donc à chaque fois, donc il y a des débats, voilà, parce que donc l'enjeu de tout ça, c'est si un jour, je sais pas, quelqu'un plagie votre œuvre, vous devez devant un tribunal pouvoir dire j'ai la preuve que c'est bien moi qui ai écrit cette œuvre-là. Et donc tout l'enjeu, c'est que la preuve soit recevable devant un tribunal. Et donc, moi, j'ai opté pour une solution qui a le mérite de pas coûter trop cher, mais d'être suffisamment valide. C'est donc il y a la Société des gens de lettres, donc qui est une association, une société d'auteurs, qui propose un service en ligne où on va payer pour 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on va voir renouveler. On peut déposer son manuscrit, et lui nous donne un récépissé, une validation. Et donc, si jamais c'est tout à fait théorique, mais si jamais il y a un jour quelqu'un vient et prétend être l'auteur, l'autrice de complot, je pourrais dire j'ai cette preuve-là, que voilà, avant cette date, voilà, à cette date-là, ce truc existait, je l'ai déposé moi. Maintenant, à vous d'essayer de prouver que vous l'aviez avant, quoi. Très bien, donc tu as fait le choix d'aller, comment dire, déposer. C'est intéressant ça. Et ça coûte cher, non? C'est pas. C'est pas donné. Mais à l'échelle du projet, c'est pas grand-chose en fait. Voilà. Je veux dire, enfin voilà, hein, je crois que moi j'ai. Ça coûte combien? Ça coûte combien comme ça dit le dépôt que j'ai dû faire, genre, j'ai dû dire, allez, je mets pour peut-être 5 ans, je crois que ça coûte 10 € l'année ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc. Oui, c'est pas cher, ouais. C'est pas donné, c'est une sortie d'argent, mais c'est au moins un moyen d'être tranquille, de se dire, bon. Voilà. Ouais. Mais le dépôt légal suffit pas? L'ISBN suffit pas? C'est ce que j'allais demander. On doit renouveler le truc, on doit payer régulièrement. Alors, c'est quoi cette histoire ? ça c'est parce qu'en fait, c'est que je voulais déposer une version de travail, mais effectivement, donc après, il y a le dépôt à la Bibliothèque nationale de France, et effectivement, celui-là, il compte aussi. Mais là, c'est peut-être juste moi, j'avais vraiment envie d'être dans les règles, dans les clous. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Non, mais c'est intéressant. Et peut-être que je ne le renouvellerai pas parce que maintenant, il y a la BNF, il y a tout ce qu'il faut. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant de voir commenter. Je trouve ça intéressant pour les. Moi, alors, je rencontre plein d'auteurs, d'autrices en herbe qui sont très inquiets de ça. Ouais. Ça inquiète tout le monde. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent, par exemple, dans le milieu des fois dans le cinéma, etc., qui me disent, il faut que je le montre à des boîtes de prod et j'ai peur de me faire voler mon scénario, quoi. Ça, c'est un moyen de se protéger de ça, quoi. Ouais, ok. Voilà. C'est moi, je trouve que c'est une peur. Enfin bon. Après, je dis pas, il y a peut-être des vols. Enfin bon. Mais bon, moi, je connais pas d'histoire d'éditeurs ayant volé de cette manière-là des auteurs et des autrices. C'est-à-dire, tiens, ils m'ont montré un truc et puis hop, je vois le jeu qui sort les années d'après. Enfin, j'ai pas entendu d'histoire là-dessus. Voilà, non, moi non plus. Je pense que c'est une peur un peu. Peut-être. C'est pas ça. Me semble que dans la musique, il y a eu des précédents, des mixtapes qui se sont retrouvés plagiés. Mais alors, c'est la musique après. Ça, c'est possible que dans d'autres secteurs. Moi, je te parle du jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça. Je peux me tromper, hein, mais bon. Encore une fois, je parle de mon expérience. Il y a aussi Vincent. beaucoup et vraiment beaucoup d'illustrateurs qui se sont fait piller par contre leur ça, c'est dessin autre chose. Ouais. pour les affiches de ciné, y compris des Français pour des films extrêmement prestigieux. Ouais. Y compris, oui, puis même pour des t-shirts. Je connais des histoires de photographes à Poitiers qui se sont fait piquer des illustrations sur Instagram pour faire des t-shirts. On connaît. Voilà, clin d'œil à Jérôme.
Donc, on parlait du prix et tu étais déjà parti, Garrick, dans l'idée de nous détailler qu'est-ce qui forme ces 33 euros là. Dans ces 33 euros, donc là maintenant avec la montée combien des prix. Lulu, ils prennent combien? Alors, avec la montée des prix d'impression, donc Lulu prend 16,85 €. Purée. Donc, le coût, donc dedans, il y a le coût de l'impression, il y a la part que se prend Lulu, etc. etc. Purée. Donc, 16,85. pourquoi ce prix? Pardon? L'expédition. L'expédition, non, elle va être l'expédition, donc la personne qui l'achète va devoir payer des frais de port en plus. Donc dans les 33 euros, moi j'inclus la TVA. Donc si vous allez sur le site de Lulu, vous verrez peut-être le prix plus bas. Il va vous dire le prix parce que Lulu elle vous affiche les prix hors taxe. Hein. Donc soyez soyez prévenus. Bien vu, Lulu, voilà. Bravo. Et donc, alors pourquoi ce prix d'impression aussi? Donc comme le faisait remarquer Jérôme. Donc j'étais parti au début pour une qualité de papier qui n'est pas celle que vous aurez si vous commandez Complot, et je trouvais que les illustrations dessus ne rendaient pas justice au travail de Dilu que moi j'avais vu, que j'avais reçu sur mon... que moi je recevais sur mon ordinateur, que je voyais, je trouvais que ça ne rendait pas bien sur le papier, donc j'ai dû prendre un papier de meilleure qualité, une encre de meilleure qualité, ce qui monte le coût de l'impression, mine de rien. D'accord. Et t'es à 50% là, le prix. Et encore, je pense que tu avais calculé 50% au départ et que depuis l'augmentation, tu es à plus de 50%. Après, voilà. J'avais un poil plus de marge de prévu. Ouais. Donc alors après, pourquoi ce prix-là? D'une part parce qu'on m'a conseillé de le mettre à un prix un peu plus élevé en me disant il y a d'autres jeux qui sont moins chers, qui sont plus dans des prix que moi je visais au début, et on m'a dit clairement c'est pas le même résultat fini, donc tu peux te permettre d'eux. Et aussi ce qui m'a beaucoup motivé, c'est que j'ai demandé un peu autour de moi des gens qui ont l'habitude de vendre des jeux de rôle indépendants, et j'ai demandé moi j'aimerais bien pouvoir rentrer dans mes frais, ne serait-ce que réussir à me rembourser l'avance que j'ai donnée dans quelque chose de relativement atteignable au bout de quelques années, quoi. Ouais. Et donc du coup j'ai calculé pour faire que si j'arrive à en vendre environ 200 exemplaires, je peux me rembourser l'argent qui m'est rendu, quoi, que j'ai avancé. Moi, tu vois, sur le coup, quand j'avais fixé 100 à 25 euros, je me suis dit quand même c'est cher. Maintenant, quand je vois l'augmentation du papier, l'augmentation des frais de port, en fait, je me dis heureusement que j'ai fixé le prix à 25 euros. Je jure, tu ne regretteras pas, à mon avis, la fixation de ce prix à 33 euros. Tu vas, à mon avis, moi, je te dis, c'est cher par rapport aux autres. En fait, c'est question rhétorique. Je sais très bien pourquoi tu as choisi de fixer ce prix-là. Et moi, honnêtement, regarde, quand j'ai sorti mon Vademecum à 40 euros, on m'a dit c'est du suicide. Ça marchera pas, etc. Ça a marché aussi bien que les autres jeux que j'ai sortis. Bon, ça a moins bien marché pour d'autres types de raisons. Mais à mon avis, je ne regrette pas du tout le prix que j'avais fixé. Tu vois, je pense que tu ne regretteras pas non plus d'avoir fixé le prix haut. D'accord. Par contre, je suis impressionné par le coût du bouquin. À 50% du prix de vente. Par rapport au recueil jeunesse qu'on fait nous avec mon collectif, ça me choque au sens de c'est élevé, mais ça me choque pas parce qu'on est dans les mêmes trucs. On est aussi à la moitié, au moins la moitié par l'impression. Et les coûts, alors du coup, sur les 33 euros avec les frais de port, du coup, les clients, ils payent 40, un truc comme ça, sur Lulu quand ils achètent un complot. Peut-être un peu moins, parce que je crois que les frais de port, ça va être 50 euros. Ouh là là, je dis des bêtises. Ouais. Je crois que c'est un peu moins de 5 euros le coût d'expédition. Là, pareil, je sais pas comment ils font pour atteindre des prix. Parce que moi, la Poste, je paye pas 5 euros et pourtant je suis professionnel. Donc, là, moi, pour là-dessus, alors, je vais quand même dire un peu je vais faire un retour positif d'expérience avec Lulu. C'est que Lulu, ils ont... donc, moi, les colis, donc, j'ai fait quand même des commandes tests. J'ai fait une commande en plus de plusieurs exemplaires à un moment pour pouvoir les distribuer à mes relecteurs que j'ai remerciés, et puis pouvoir avoir des exemplaires de démonstration. En termes de packaging, quand je les reçois, ils sont... Enfin, tu vois, je sais pas les coins sont abîmés, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où l'impression était pas bonne. J'ai contacté Lulu en leur disant « Regardez des photos, je suis pas content de ça ». Sans discuter, ils m'en ont renvoyé un autre exemplaire immédiatement. D'accord. Donc, peut-être qu'il y a ça dans le prix qu'on paye, quoi. Mais voilà, donc pareil, si vous commandez un complot, que le résultat est pas bon,
vous pouvez aller voir Lulu, envoyez-leur un message à leur service disant voilà, je suis pas content, voici les photos, ils vous en renvoient un sans discuter. Ouais, d'accord, très très bien. Voilà. Très intéressant. J'avais une dernière question à poser à Dilu. C'était au sujet, parce qu'on a fait beaucoup de sujets là-dessus cette année avec mes copains de la cellule, et j'aurais voulu avoir ton avis. J'aurais bien aimé avoir ton point de vue, ton regard d'illustratrice sur Midjourney, Dall-E, toutes ces propositions qui sont faites aujourd'hui par OpenAI sur ce type d'entreprise sur la création d'illustrations pour le jeu de société, jeux vidéo, etc., etc. Alors c'est vraiment un sujet qui est très 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 vaste et très épineux. Donc après chacun a un peu des avis différents là-dessus et moi je suis juste mitigée on va dire. Sachant qu'en même temps je sais que je suis très curieuse de voir là déjà c'est déjà très impressionnant mais j'imagine que ça va être encore plus impressionnant d'ici certains temps et malgré tout ça a un côté quand même enthousiasmant parce que ça peut permettre de faire beaucoup de projets, ça va changer des choses. Donc j'ai un côté positif là-dessus et en même temps c'est certain que ça va ça va tout changer dans les prochaines années. Ça va changer beaucoup de métiers dans les prochaines années et dont le métier d'illustrateur c'est certain. Donc forcément c'est assez inquiétant et ça peut avoir un côté inquiétant mais en même temps notamment sur le jeu de rôle ou des métiers d'édition qui sont déjà pas très bien payés. C'est compliqué, il y a plein de choses qui viennent en même temps dans ma tête, parce qu'il y a les problèmes de droit, bien sûr, qui sont pas encore totalement réglés, mais qui se diront probablement pas dans la direction des illustrateurs. En fait... Et à côté de ça, c'est sûr qu'il y a certains domaines qui demandent énormément d'illustrations pour peu de budget, comme le milieu du jeu de rôle. Et au premier abord, faire une collaboration IA-humain n'est pas une si mauvaise chose dans ce genre de projet, dans ce genre de domaine, en un sens. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a déjà pas le budget. Donc, oui. Mais oui, il y a déjà des milieux où il y a déjà ce gros problème de prix de base de budget, où il y a effectivement un besoin massif d'illustration. Et dans ce genre de cas, c'est vrai que ça pourrait être utile, même pour les illustrateurs, quand même, d'avoir en tous les cas une IA à diriger, entre guillemets, parce que pour l'instant, là, la façon dont elles sont actuellement, c'est pas encore suffisamment satisfaisant pour être utilisé totalement tout seul. Enfin, il y a des personnes qui sont arrivées effectivement à faire des illustrations de fou sans avoir à modifier quoi que ce soit, mais si on parle vraiment d'un projet comme pour le jeu de rôle où il faut toute une charte graphique, des illustrations qui suivent, une cohérence, il va forcément avoir besoin d'un artiste pour modifier des choses et des compétences artistiques pour adapter, et éventuellement aussi des illustrations à 100% faites par un humain, parce qu'il y a un moment, pour l'instant, en tous les cas, on n'est pas encore à un remplacement total. Donc, à voir si ça peut quand même apporter des choses pour des projets comme cela. Moi, je suis à 100% d'accord avec toi sur la dimension. Effectivement, ça peut être un excellent, outil de création pour des illustrateurs, illustratrices, pour accélérer éventuellement leur temps de travail sur des projets, je vais dire artisanaux pour faire simple. Et effectivement, notamment dans des secteurs où il n'y a pas de moyens. Je suis également d'accord avec toi quand tu dis que ça peut aider des secteurs où il n'y a vraiment aucun moyen à avoir quand même des rendus assez jolis, etc. C'est-à-dire ce qu'on se disait avec Johan quand on parlait des IA l'année dernière, c'est que de toute façon, son jeu, il n'aurait jamais vu le jour sans les IA, puisqu'il n'aurait pas eu les moyens de payer une illustratrice ou un illustrateur, et donc le jeu n'aurait jamais vu le jour, sauf à faire comme Garrick et à le présenter, etc. Et c'est peut-être aussi ce à côté de quoi on risque de passer. Mais tout ça est intéressant. Donc, je me dis, rien n'empêche de faire les deux. Aussi, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrations qui demandent moins de créativité, et même pour les illustrateurs, c'est pesant de faire ce genre d'illustration aussi. Ou de tout simplement céder de l'outil pour avoir davantage d'idées, ce genre davantage de possibilités. Ça me semble pas une aberration, on va dire. Après, il reste les questions de droit quand même qui sont problématiques, ça c'est sûr. Ouais.
Ouais, c'est Est-ce que, sûr. est-ce que ça pourra atteindre un niveau où vraiment on pourra ne plus du tout reconnaître aucun artiste, même des détails ou quoi. Enfin, je sais pas. Je suis un peu perdue sur ce sujet-là. Personne, hein. Tout le monde est perdu. Hein. J'avoue que là, c'est encore des champs qui restent à explorer et compagnie. Mais c'est intéressant toujours d'avoir l'avis parce que souvent on entend l'avis des théoriciens sur l'IA ou des mathématiciens ou des philosophes. C'est aussi intéressant toujours d'entendre l'avis des gens qui travaillent dans le milieu concerné, à savoir les illustrateurs et les illustratrices. Voilà, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une grosse panique morale chez les illustrateurs. Oui, c'est sûr, ça fait parler. Il n'y a rien à dire. Et ça se comprend un peu parce que c'est sûr que là, c'est en train de débouler à toute vitesse. Mais pour moi, c'est pas que une panique. Pardon, je te coupe. C'est pas que une panique morale. Enfin, à un moment, ça touche à nos conditions de travail, en fait. Si on avait un revenu universel, ça poserait pas les mêmes les mêmes questions, quoi. Mais... Vous avez parlé ensemble. Elle disait que, évidemment, s'il y avait un revenu universel pour payer les illustratrices, la question se poserait en des termes différents. Un revenu universel pour les images utilisées par les IA, c'est ça ? Non, je disais un revenu universel pour tout le monde. Voilà. On est gauchiste ici. Ah oui, mais là on est sur encore une autre politique. Alors oui, éventuellement, oui, ça, c'est sûr. Mais là, l'utilisation de l'IA et comment ça se passe, dans les répercussions que ça a sur notre travail, c'est politique. Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas juste de se dire est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art. Ça a une répercussion sur notre travail. On sent qu'Alice est concernée. Non, mais c'est vrai que ça pose plein de questions, et même en termes de droit à l'effort. Enfin, c'est sûr qu'en quelques secondes, tu peux générer n'importe quelle image à partir du contenu d'autres artistes. C'est sûr que ça pose des grosses questions qui sont, qui sont à la limite de l'éthique, c'est clair. Mais toi, du coup, t'es plutôt, tu serais plutôt opposé à voir l'IA se développer. Mais de toute façon, elle va se développer. Oui, on est d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu le vois plutôt d'un œil négatif. Ça me fout clairement les boules, le chemin que ça prend. Mais... Après, il faudra faire avec, il faudra s'adapter, et ça veut pas dire qu'on va plus dessiner, tu vois. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Un illustrateur, c'est pas quelqu'un qui se paye en visibilité. Oh mon Dieu. Oups, pardon. Qu'est-ce qu'il est con. Bravo. Belle mentalité. Mais de toute façon, c'est comme auteur de jeu, c'est un métier passion. Il n'y a pas besoin de les payer. Voyons. Mais bien. Voilà, il n'y a jamais besoin de manger là. Si, mais on mange de la visibilité. Voilà, t'as tout compris. Au-delà de ça, ça peut quand même être un outil pour nous aussi. Donc, c'est sûr qu'il va falloir s'adapter à ces outils. Et sachant qu'il y a énormément de demandes en images, je pense qu'on a encore beaucoup de place, même au milieu des IA. Alors, ça va chambouler. Enfin, c'est sûr qu'il y aura forcément des perdants dans l'histoire et des gagnants d'un autre côté. Mais... je sais pas, j'arrive pas à être totalement négatif, c'est inquiétant, mais en même temps, ça ouvre plein de possibilités. Je vais te dire pourquoi on n'arrive pas à savoir. Désolé. C'est parce que pour l'instant, on ne sait pas qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Et tu vois, regarde, on parlait avec Jérôme ce matin de ChatGPT et de la révolution que ça peut entraîner sur les moteurs de recherche. On parlait éventuellement de l'annihilation complète de la publicité et de la rémunération publicitaire sur les sites internet, parce que ChatGPT répond à toutes les questions, donc il n'y a plus besoin d'aller donner de l'argent à Doctissimo, etc., etc. Et donc ça peut révolutionner. On ne sait pas encore qui sont les gagnants et qui sont les perdants de l'IA. Pardon, aux gagnants, je pensais même pas forcément aux grandes entreprises ou aux générateurs d'algorithmes. Je voulais dire, même chez les artistes, il y aura forcément, il y aura certainement certains secteurs où ce sera beaucoup mieux et d'autres où ce sera très mauvais. Après, je parlais même pas encore des grands, tu vois. Mais bien sûr, après, il y aura des gens qui vont s'en mettre plein les fouilles, ça c'est sûr. Oui. Et qui n'auront pas fait grand-chose. Et donc, François, tu disais Je disais juste sur le fait qu'il faut pas compter sur le fait qu'ils vont pas mettre des pubs sur ChatGPT à terme. Là, pour le moment, c'est un sujet de recherche, mais le jour où ce sera industrialisé vraiment, ils vont le monétariser d'une manière ou d'une autre. Hein. La question, François, c'est que si ChatGPT a les pubs, tu ne vas plus sur les sites n'ont plus de pubs à eux et les sites ferment faute de trafic. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais on n'aura pas de pub sur Internet. On n'aura juste plus qu'un site.
Ouais, plus d'internet du coup, un site, enfin. Bah, c'est trop bizarre. Ouais, Je sais voilà. pas, on peut pas imaginer en fait, Jérôme. C'est probablement pas ce qui va arriver, mais Non, c'est. non, mais il y a un côté c'est Ouroboros. dingue. Il y a un côté Ouroboros, c'est-à-dire qu'il y a un côté. Mais si ChatGPT n'a plus de site pour s'alimenter, il n'existe plus. Mais s'il y a plus, s'il y a ChatGPT, du coup, il y a plus de site. Enfin, tu vois, il y a un côté serpent qui se mord la queue là-dedans. Tu vois, c'est l'œuf ou la poule à l'envers. On sait pas lequel va être détruit en premier. Qu'est-ce que je voulais dire, Garrick? T'avais un dernier point à aborder sur complot. Moi, j'ai encore une dernière question à te poser. Alors, je juste voudrais revenir parce que donc je parlais, je t'en prie. on parlait de, en fait, du prix. Oui. Sur le prix, donc la part de lui, en fait, j'ai mal lu mes notes tout à l'heure, donc je voudrais rectifier. Donc ce que j'ai avancé tout à l'heure, donc c'était le prix c'était la marge que je dégageais moi avant l'augmentation des D'accord. des ok. prix. Maintenant, actuellement, donc le prix. Donc, c'est une fois que j'enlève la TVA du prix de complot, la part que prend Lulu, c'est 15 €. Ah, c'est 15 €. D'accord. Voilà. Mais donc, On est autour de 50%. On est autour de 50%, mais voilà. Je voulais Oui, d'accord. Voilà. Ok. Je voulais rétablir le. T'avais le vrai lu chiffre. tes notes à l'envers. J'avais lu mes notes à l'envers. Mais en gros, Ouais. c'est 50-50, c'est 50-50 entre toi et À peu Lulu, près, à peu ouais. de choses près. Et à ton avantage pour le moment. À mon Tant avantage que le pour- papier n'a pas augmenté et que le dumping de Vincent ne s'est pas opéré. Voilà. Alice, tu voulais ajouter un point? Ce qu'on n'a pas compté aussi, et ça dépend aussi si tu vas le faire à terme ou pas, mais c'est si tu laisses des complots en dépôt dans des boutiques de jeux, souvent, on est d'accord, ils prennent 30%. Et ça compte aussi dans le prix que... Attends, voire 40. Hein. Ça compte. Voire 40. C'est vrai que Ouais. c'est vrai que ça compte aussi. C'est un conseil aussi qu'on m'avait donné. On m'avait dit prévois suffisamment de marge pour, si tu veux les mettre en dépôt en boutique, pouvoir permettre aux boutiques de prendre une marge et que toi tu gagnes quand même quelque chose. Ou vendre en boutique. Mais avec les boutiques, tu peux tout négocier. Hein. Franchement, il y a D'accord. tous les types de négociations qui sont possibles. Au début, tu peux leur en donner, par exemple, et après, ils se rémunèrent sur les prochains. Enfin, t'as plein de possibilités. Et c'est à la boutique. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque boutique, tu peux avoir des négociations différentes. Pour l'instant, j'ai juste discuté et les boutiques avec qui j'ai discuté m'avaient l'air effectivement très accueillantes et très ouvertes. Oui, vraiment, voilà. Très ouverte. Bah, c'est pareil, et voit bien qu'avec la concurrence entre guillemets des boutiques en ligne, elles doivent s'adapter aussi. Et donc, si elles veulent pouvoir proposer aux clients, aux clientes leurs meilleurs, tous les produits possibles et imaginables sans qu'elles aient à aller sur Internet et donc tôt ou tard à les chanter, si j'ose dire, eh ben, elles doivent s'adapter. Et si tu leur proposes X, elles acceptent X, hein, quelque part. Elles sont un peu obligées de baisser leur froc, en fait. Parce que si elles commencent à ne pas accepter tes conditions, bah, du coup, elles acceptent tacitement que leurs clients vont aller sur le net. Et une fois qu'on a commencé à prendre l'habitude de se faire livrer des livres par le net, c'est très difficile de faire machine arrière. Là aussi, il y a un effet cliquet qui est assez fort. Donc, tu peux négocier très très bien avec les boutiques et c'est cool. C'est cool. C'est un peu la tâche aveugle de l'indépendance. Ça. C'est ce que je dis souvent. C'est la place des boutiques dans notre modèle, elle est pas bonne. Et surtout pas dans le mien. Je suis content que tu aies justement pris soin de prendre en compte les boutiques dans ton modèle, Garrick. C'est très sage. Moi, tu vois, je l'avais pas fait et je le regrette, hein, vraiment. C'est dans ma to-do Les boutiques list. sont importantes. Vas-y, tu disais pas. Voilà, recontacter des boutiques pour leur proposer des exemplaires, c'est dans ma to-do list. C'est Voilà. très bien. Ouais. Ouais. C'est très bien ça. J'avais une dernière question à vous poser à tous les deux. Je vais commencer par toi, Dilu. Imagine, tu as devant toi une jeune illustratrice qui affectionne particulièrement le jeu de rôle. Et donc elle dit, moi j'ai vraiment envie de devenir illustratrice, mais uniquement dans le monde du jeu de rôle et faire ça sur mon temps libre, tu vois, à côté de mon boulot d'ingénieur ou etc. Quel conseil tu lui donnerais sur la prise de contact, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire à une débutante aujourd'hui, où tu lui dis surtout, tu vois, Après, on va dire que ce qui m'interpelle, c'est que tu m'as dit qu'en admettant qu'elle fait un métier à côté, etc., je dirais de ne pas négliger le temps que ça prend, Voilà, tout bêtement. d'accord. Non, mais c'est un très bon conseil. Peut-être au nombre d'illustrations qu'elle accepte de faire. Après, voilà, rien n'empêche d'avoir plusieurs illustrateurs sur un projet. Hein. Je veux dire, c'est pas dans l'idée forcément de refuser ou de brider les auteurs. Hein. Mais juste d'être sûr qu'on est capable de le faire, parce que ça prend souvent plus de temps que ce qu'on imagine. Parce qu'il y a forcément, on fait une image, mais sur cette image, on va discuter avec l'auteur, il va y avoir des modifications, on va avoir plein de choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et
Et puis tout simplement, c'est difficile de calculer son temps de production. Donc de faire attention à ça, parce que si la personne a déjà un travail à côté, comme le travail d'illustrateur, c'est un travail, et bien forcément, ça fait double emploi et ça peut être compliqué. Ce que Dilou parlait sur les échanges, ça peut être effectivement une question. Enfin, ça peut être l'occasion un peu d'en parler. C'est parce que donc c'est quelque chose qui peut intéresser des gens qui ont envie de se lancer en tant qu'auteur. C'est comment on contacte un illustrateur et une illustratrice. Comment on peut bien clarifier ce qu'on veut en termes d'illustration. Je sais que nous on a beaucoup échangé. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Est-ce que tu as des images de référence, etc. Toi, voilà, si donc il y a des futurs auteurs, des futures autrices qui vont être amenés à travailler avec des illustrateurs, des illustratrices, quel conseil tu leur donnes pour bien avoir des échanges constructifs, etc. Oui, alors là encore, en soi, c'est pas très glamour, hein, c'est très pragmatique du coup, de nouveau, hein. Mais c'est tout simplement d'avoir une idée du nombre d'illustrations, si elles sont en couleur ou en noir et blanc, d'estimer un peu une première idée de leur taille. Alors, quand je dis taille, c'est-à-dire plutôt pleine page, demi-page, quart de page. Là encore, si c'est à 4 ou à 3, ce genre de choses, ça peut intervenir, mais quand c'est du digital painting, des fois, ça ne fait pas toujours une si grande différence que ça. Ça dépend. Après c'est à discuter avec l'illustrateur. Et après, dans tous les cas, là, c'est ce que je viens de dire, c'est plus des choses peut-être qui peuvent être réfléchies déjà un peu en amont par le client. Plus aussi éventuellement s'il a déjà une idée de est-ce qu'il veut par exemple des illustrations que de personnages sans fond par exemple, ou alors est-ce que c'est plutôt des illustrations avec plusieurs personnages dans une action, dans un décor complet, etc. Là de la même façon, c'est pas du tout le même c'est pas du tout le même temps passé sur une illustration. Donc ça peut être des choses éventuellement qui peuvent être déjà réfléchies en amont par le client avant le contact avec l'illustrateur, même si rien n'empêche d'en discuter, hein, évidemment. Ouais. Et après, parmi les choses qui peuvent être discutées ensuite avec l'illustrateur, généralement, ça peut être tout simplement un peu aussi le niveau de détail, c'est-à-dire c'est possible qu'ils vous répondent qu'il y a beaucoup d'illustrations ou que le budget est trop serré, et peut-être que du coup, il faudrait que certaines illustrations soient plutôt en crayonné, ou alors qu'en fait, plutôt pas en couleur. Enfin voilà, après, c'est une négociation aussi, tout dépend du but, hein. Des fois, si le budget est tout à fait... et si c'est large, alors il n'y a aucun problème, mais en tout cas, souvent dans le jeu de rôle, il y a souvent besoin de concessions un peu des deux côtés. Donc ça peut être au niveau du niveau de détail que ça change, ou de la taille, enfin voilà, c'est ce genre d'éléments. Très intéressant. Après, voilà, c'est très pragmatique, hein, de nouveau. Non, mais... Disais, le temps de... Enfin, voilà, c'est pas très sexy dit comme ça. Mais ça n'empêche pas la passion derrière d'arriver, mais mais bien sûr. On est obligé de le cadrer. Ah non, mais évidemment. Non, mais attends, il y a pas de honte à avoir. C'est très intéressant. Il faut que tu imagines que je le reprécise quand même, parce que c'est vrai que depuis le début, je suis un peu peut-être trop pessimiste, pragmatique depuis le début. Non. Après, l'objectif de la cellule, c'est aussi de guider des futurs auteurs ou éditeurs ou relecteurs de jeux de rôle, et d'essayer justement de leur dire qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que l'auteur, l'autrice attend de vous, qu'est-ce que l'illustrateur, illustratrice attend de vous. Donc au contraire, t'es dans le sujet en fait, Livia. No soucis, t'inquiète pas. Et puis on a l'habitude dans nos micros d'entendre des gens parler comme tu le fais, de façon très pragmatique et tout. C'est le but, hein, c'est d'avoir les mains dans le cambouis, hein, c'est pas d'avoir les mains propres, sinon on n'a pas de mains. Voilà. Non, mais voilà, après, ce qui n'empêche pas la passion et effectivement les références, enfin, bref, ça n'empêche rien, mais c'est juste vraiment purement sur la demande à faire à un illustrateur pour avoir un devis. Effectivement, forcément, il faut des éléments qui sont pragmatiques et qui n'empêchent absolument pas de discuter avec l'illustrateur, hein, pour le coup. Évidemment. Le but, c'est d'essayer que les deux parties soient gagnantes. Évidemment. Juste que l'illustrateur ne se retrouve pas avec presque pas d'argent pour vivre et une tonne de boulot, et que l'auteur ait quand même suffisamment d'illustrations et soit satisfait du résultat final, en gros. Garrick, donc, est-ce que d'autres questions tu avais pour Dilu? Moi, j'ai une question pour toi, c'est pareil, même question que Dilu. Là, ça y est, tu as été au bout d'une démarche complète, c'est-à-dire que ça y est, le jeu est édité. Il y a même 1 an de diffusion maintenant du jeu.
Qu'est-ce que tu aurais comme conseil peut-être pour les éditeurs, pour les auteurs, mais bon, puisque dans l'indépendance on est à la fois auteur et éditeur, pour les auto-auteurs, si je veux dire, auto-éditeurs, quel conseil tu aurais pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges à éviter, des trucs que tu as repérés où tu as dit tiens là j'ai fait une connerie, il faut pas que je la refasse, enfin tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Il y avait Wittgenstein disait la philosophie c'est ça, c'est mettre des pancartes aux endroits où on fait des erreurs pour que les autres ne s'y engouffrent pas, etc. Alors fais un peu de philosophie. C'est beau, mets-nous des pancartes. Comme c'est beau. Déjà, moi, des conseils, les conseilleurs sont rarement les payeurs, donc je vais pas dire aux gens faites comme ci, faites comme ça. Si éventuellement ce que je dois dire, c'est si vous avez une envie, une idée, que ça vous passionne, essayez. Voilà. Essayez. Gardez à l'esprit que c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Voilà. Donc ça va vous demander de prendre du temps. Donc vaut mieux que ce soit un plaisir. Voilà. Voilà. Tout ce que j'arrête, vraiment voilà, en forme de conseil. J'ai l'impression, à t'entendre, t'as pas fait d'erreur, quoi. T'as été parfait. Si. Voilà. Donc. Est-ce que tu pourrais déjà, on en a parlé un peu. Dis-lui, oui. Voilà, c'est d'arriver et te dire waouh, je voudrais tout ça pour ça. Soit. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais dire aux auteurs attention, j'ai fait cette connerie-là, le faites pas. Par exemple, moi, si je devais répondre à cette question, je dirais voilà, j'ai été chez un imprimeur, j'imprime moi-même et j'expédie moi-même. Faites pas cette erreur, allez sur Lulu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je dirais éventuellement prenez conscience que du boulot que ça représente. Je parlais, moi je suis pas très bon pour faire la vente du livre. Ouais. Peut-être qu'en fait en vrai, si j'avais pris un intermédiaire, alors peut-être que j'aurais gardé l'édition, mais j'aurais demandé à un professionnel de s'occuper de la vente et distribution. Peut-être que finalement ça aurait été plus pratique pour moi. Peut-être, mais... Alors là, pareil, il faut faire attention. Voilà, c'est au cas par cas par les éditeurs, hein, parce qu'il y a des éditeurs qui laissent sur les auteurs la promotion et la communication. Ok. C'est pas des bons éditeurs en général. Mais bon. Là-dessus, je n'ai pas d'expérience particulière, donc je ne vais ni confirmer ni infirmer. Erreur. Je dirais aussi. Peut-être pas trop s'enfermer dans une envie de dire là il y a encore des choses à revoir, il faut que je continue. Moi, je sais que j'ai passé trop de temps sur ce projet. Voilà, c'est très difficile d'estimer le temps que j'ai passé dessus, parce qu'il y a des moments où je bossais pas dessus, des moments où je bossais plus dessus, j'ai un travail à côté, enfin tout ça, mais on peut dire que ça fait à peu près environ 8 ans quoi, que je suis que entre le moment où c'était un peu un début de projet auquel je jouais avec des copains et là maintenant on l'a dans les mains, voilà, ça fait beaucoup d'années. Peut-être que j'ai fait une première tentative de sortie, honnêtement le jeu était pas top, voilà, si vous y avez joué en convention, vous avez même récupéré un exemplaire que je distribuais comme ça. Si ça vous avait plu, essayez la nouvelle version. Moi, je vous dis, elle est mieux. En tout cas, c'est mon avis. C'est sûr. La version finale, en tout cas. Mais peut-être que j'aurais pu le sortir peut-être un peu plus tôt, parce qu'il avait peut-être pas. Il aurait peut-être été un peu moins raffiné sur certains points, un petit peu moins peaufiné. Mais peut-être que ça m'aurait gardé plus d'énergie pour la suite aussi. D'accord. Parce que y a un phénomène aussi. Moi, j'ai eu une période, un moment où c'est bon, je suis fatigué de ce projet, j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, quelque part, quand tu cueilles le fruit, il est déjà trop mûr, quoi. Un peu, ouais. Et donc peut-être que si je sais pas, moi, si je m'étais dit bon, là, il est suffisamment bon pour sortir et je peux le sortir un peu plus tôt. J'aurais eu moins cette étape de j'aurais été encore très dans le rush, quoi, dans l'enthousiasme de ce jeu est fini et je vais le vendre. Attention à ton micro. Pardon. Parce que là t'es dans l'enthousiasme et tu lâches ton micro. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Tu m'as parlé en préparation du podcast de la simplification du texte, des textes aussi, de l'édition aussi des textes. C'était intéressant, ça aussi. En fait, j'ai voulu essayer de le rendre le plus clair possible. Alors voilà, donc je parlais de raffinage, de peaufinage. La version actuelle, j'ai dû l'écrire 2 fois quasiment. C'est-à-dire que j'ai écrit une première fois et je trouvais que c'était pas assez bien, assez clair, etc. Donc j'ai quasiment tout réécrit. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus efficace comme méthode de travail que ça. Le défaut, c'est que donc il y a des gros chapitres d'explications, de corpo, etc. Et la première version, moi je vous le dis honnêtement, quand je le lisais, je me dis
chiant à lire, quoi. Et il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de choses, et j'arrive pas à compartimenter cette information-là, elle est importante pourquoi, etc. Donc j'essaie de faire ce gros travail là-dessus. C'est un des premiers retours qu'on t'avait fait à la cellule hein, sur l'intégralité de l'historique et tout. J'ai dit ça fait quand même beaucoup d'informations à retenir. Donc, ça a été vraiment bien corrigé. Donc ça, j'essaie de faire des gros efforts là-dessus, des efforts de clarté, puisque donc comme tu disais un peu au début, donc les mécaniques de jeu, il y a quelques mécaniques qui sont plutôt originales. Ne serait-ce déjà en fait rien que la structure de la narration. Donc dans Complot, le MJ doit avoir une posture qui est beaucoup plus dans la réaction que dans le guidage. C'est-à-dire que le MJ a pour consigne, vous laissez les PJ faire l'histoire, raconter l'histoire, etc. Vous ne devez que réagir à leurs actions, vous ne devez pas les guider vers quelque chose, à moins que vous sentiez que bon, ça piétine, ça bloque, on ne sait pas quoi avancer, à ce moment-là, vous essayez de tendre une perche. Et ben, en fait, ça, mine de rien, fallait l'expliquer de façon très très claire. Ouais. Donc ça, c'est des choses que j'ai retravaillées depuis le dernier podcast. C'est génial. En tout cas, moi, je souhaite une belle aventure à Complot. Je voulais en parler parce que je trouve quand même que c'est un projet qui est très intéressant, qui est indépendant de bout en bout, avec une illustratrice qui est rémunérée, en tout cas pour moi, de ce que j'ai entendu, qui est bien rémunérée, un prix qui est bien fixé. Voilà, j'espère, je te souhaite une bonne aventure. Merci. Et j'ai une petite question à vous deux quand même. Donc moi j'ai vu la première illustration du jeu Complot, le tout premier, puisque moi j'ai eu la première version imprimée. Donc et en fait la couverture, on est d'accord que c'est la nouvelle couverture que tu as faite d'Illu, c'est la même que l'ancienne, mais refaite à ta façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est une personne qui marche dans la rue, mais ce n'est pas une personne qui marche dans la rue. C'est un volet en 3 parties. En fait, si on regarde bien, l'image est divisée en 3 parties. Et en fait, il est devant une fenêtre. En fait, il y a 2 parties à l'image. Il y a une partie où en fait, il est devant une fenêtre et il regarde en fait le monde en action depuis son point de vue de bureaucrate, etc. Est-ce que j'analyse bien l'image C'était ça aussi. Il y a un peu de ça. C'était inconscient. Je sais pas si j'ai tout. Est-ce que, par hasard, Garrick t'a montré la première illustration du jeu et est-ce que tu as cherché déjà vu, mais c'était pas une des références pour la couverture. Mais oui, je l'avais déjà vu auparavant. Ouais. Excellent. Parce que moi, je trouve... Du coup, c'est lui qui m'a guidé sur ce qu'il voulait comme couverture. Donc, c'est peut-être pas forcément étonnant de pouvoir faire des liens entre les 2 couvertures. Ouais, c'est très rigolo, moi, je trouve. Sachant... je sais pas. Après, je m'en rends pas compte, Garrick, à quel point c'était volontaire ou non de guider dans cette direction. Je sais pas. C'était à moitié volontaire parce que donc l'idée on voit un personnage qui regarde dans la rue comme si c'était son domaine, etc. C'était la première illustration de la toute première version. Donc c'était une illustration que ma maman m'avait faite puisque ma maman est artiste dans son temps libre. Donc voilà, elle m'avais dit j'avais dit si vous pouvez le faire, ce serait sympa. Et donc j'avais demandé un peu ce style d'illustration. Et donc effectivement, au moment de faire la couverture, j'avais demandé quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première version, donc, ce que j'avais demandé au début, c'était quelque chose qui rendait pas bien, qui était pas faisable. Je me souviens qu'on a beaucoup échangé sur la couverture pour arriver à ce résultat qui n'était pas forcément celui que j'imaginais pour la couverture là. Et c'est vrai qu'en fait, la posture, etc., maintenant que tu dis, je dis, il y a un peu de... C'est génial. En fait, moi, quand j'ai vu la couverture, je me suis... Parce qu'en fait, ce qui m'a marqué la première fois que j'ai vu la couverture, c'est les 3 parties de l'illustration. C'est-à-dire qu'en fait, soit il est dans la rue, il marche dans la rue, mais dans ce cas-là, le bâtiment de droite, par exemple, il y a un bâtiment de droite, celui sur lequel il y a écrit Immersion, il est trop court, tu vois, il manque le dos. Donc je me suis dit, mais pourquoi elle est en 3 parties, en fait? Et après, je me suis dit, mais oui, c'est parce qu'en fait, il n'est pas en train de marcher dans la rue. C'est une fenêtre. Et je me suis rappelé de ta première illustration où il y avait ce personnage en mode 0 janvier. Parce que moi, à chaque fois, c'est ça que j'imagine. C'est Starmania. C'est 0 janvier qui regarde son univers, tu vois, depuis ça. Et il aurait voulu être un artiste. Et ça m'a fait... Bon, bref. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Et donc, il regarde son univers comme ça depuis le lointain. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un remake
En fait, Dilu, elle a fait un remake de la première couverture. Et donc, j'ai trouvé ça... voilà, je voulais savoir... En fait, la question, est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que j'ai bien vu le truc ou pas? Et apparemment, non. J'étais à côté de la plaque, c'est inconscient. C'était peut-être inconscient. C'est Si, inconscient. du coup, enfin, pas moi, c'était pas volontaire de ma part, mais visiblement, c'était volontaire de la façon de la vision de Gary, a priori. C'est Si je comprends c'est bien. connexe, mais c'était pas ce que j'avais pas en tête de refaire un remake, quoi. Ouais. Sauf qu'il y a un Ouais, petit ok. élément... Pardon, excuse-moi, Dilu, je t'ai interrompu, mais il y a un petit élément en plus, c'est qu'il y a un mec qui a un gun qui est en train d'approcher du bureau. Alors que dans la première illustration, il était à l'aise, le mec. Oui. On sentait qu'il n'était pas menacé. Là, on sent que ça complote. Et ça, c'est très bien, vu le jeu dont on parle. Voilà. En tout cas, voilà, c'est très sympa tout ça, de discuter avec vous de tout ça. Merci beaucoup, Garik. Merci Vincent. Merci François. Merci Alice. Merci Dilu d'avoir été avec nous par téléportation. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, complotez bien. À très bientôt, tout le monde. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.